Bonjour à tout le monde, bonjour Isabelle. Je suis invité ici effectivement à participer avec mes amis de MediSpring à cette présentation avec mes compétences spécifiques qui sont celles de e-santé Wallonie, donc en matière, disons, d'enseignement, mais de helpdesk, etc. aussi. Vous connaissez l'équipe, je pense. Et par ailleurs, de par mes compétences au réseau Santé Wallon, s'il y a des points tout à fait particuliers à ce niveau-là qui vous posent question, encore une fois, vous les posez, Isabelle triera en fonction des possibilités, on répondra à certaines durant la séance aujourd'hui, mais toutes seront relevées et des réponses seront apportées à toutes vos questions, bien entendu. Voilà, Frédéric, je te laisse la parole. Ok, comme disait Philippe, toutes vos questions auront une réponse dans les jours qui viennent. Vous recevrez tous un mail avec les réponses, et les questions et les réponses que chacun a posées. Donc, ce sera une belle aide pour vous également. Voilà, donc je vais partager mon écran, vous montrer MediSpring. Donc, je vais vraiment commencer par le début, le b.a.-ba, comme si je me connectais pour la première fois à MediSpring. Après chaque petit chapitre, on va laisser la place à quelques réponses ciblées sur ce chapitre. Tout d'abord, quand vous avez démarré MediSpring, vous avez mis votre login mot de passe. Uniquement, vous avez cliqué sur se connecter. Vous voyez en bas à gauche, la petite pastille votre pastille, vos initiales donc, a une pastille rouge. Rouge, c'est-à-dire que vous n'êtes pas connecté au service e-health. Si c'est vraiment une des premières fois que vous vous connectez à MediSpring, vous cliquez sur votre pastille et alors remplissez le maximum d'informations au niveau de vos informations générales, au niveau de votre adresse. Et là, il est très important de noter une adresse lieu de travail avec le code postal. Sans ces indications, vous ne pourrez pas envoyer de SUMER parce qu'un envoi de SUMER doit toujours être identifié par l'emplacement du code postal de celui qui l'envoie. Et également, quand vous ferez de la facturation, n'oubliez pas de mettre éventuellement votre nom de société, signaler si vous êtes conventionné et noter votre numéro de compte IBAN et éventuellement si vous avez un compte partagé pour les assistants. Pour maintenant faire votre connexion e-health, vous cliquez sur connexion e-health et là vous allez sélectionner votre certificat e-health. Peut-être que certaines personnes ne savent pas encore très bien ce que c'est un certificat e-health. C'est un certificat demandé à e-health. e-santé Wallonie et le helpdesk de MediSpring peuvent vous aider à faire votre demande de certificat. Une fois que vous avez, c'est un petit fichier que vous allez recevoir dans votre ordinateur. Vous allez, en cliquant sur choisir un fichier, le placer dans votre ordinateur et puis vous allez mettre le mot de passe que vous-même avez défini pour ce certificat e-health. Et ce certificat e-health, donc je mets le mot de passe, se connecter à e-health. Ce certificat permet d'ouvrir toutes les portes de la e-santé, toutes les portes pour la vérification de l'assurabilité, pour la facturation, pour le DMG, pour le SUMER, le réseau de santé wallon, etc. Voilà, j'ai donc terminé, j'ai complété ma fiche personnelle. Vous voyez que mon petit carré noir, le petit sigle se met, vous êtes connecté au service e-health pendant toute la durée de la journée. Maintenant, je vais commencer le premier chapitre, un tout petit chapitre sur l'agenda. Supposons que vous débutiez votre travail avec MediSpring, vous décidez, un patient vous téléphone, vous décidez de le placer dans l'agenda. Cliquez sur l'icône agenda sur la gauche. Si vous travaillez à plusieurs, vous allez voir plusieurs agendas qui peuvent se placer dedans. Des rendez-vous ont été placés déjà actuellement dedans avec des couleurs différentes. Ces couleurs différentes correspondent ici à des types de rendez-vous que j'ai moi-même créés au préalable. Il faut au moins un type de rendez-vous pour savoir créer un rendez-vous. Pour créer vous-même votre type de rendez-vous, ce n'est pas compliqué du tout. Ajoutez un type de rendez-vous, vous lui donnez un nom, consultation par exemple, je vais faire une faute de frappe pour faire exprès, je vais mettre la durée, 25 minutes, vous choisissez une couleur qui vous plaît et vous l'ajoutez. Voilà, j'ai créé mon type de rendez-vous consultation. Vous pourrez ensuite créer des horaires, etc. Mais ça, je ne vais pas en parler trop dans les détails maintenant. Ensuite, pour créer un rendez-vous, c'est tout simple. Vous allez dans votre zone de rendez-vous ou n'importe où ailleurs. Ici, c'est une zone de rendez-vous de consultation. Le type de consultation se met directement. Vous tapez le nom du patient, vous tapez quelques lettres et vous allez trouver le nom du patient et vous cliquez sur enregistrer le rendez-vous.
Vous pouvez naturellement mettre aussi une petite note ou quoi que ce soit, comme vous voyez ici, contrôle de médicaments, chute à vélo. Et depuis l'agenda, vous pouvez directement cliquer sur ce rendez-vous et arriver directement dans le dossier du patient. Quand vous aurez fait une consultation, quand la consultation sera terminée, le rendez-vous se mettra en gris, comme quoi le contact a été fait. Tant qu'il n'y a pas eu de consultation encodée, le rendez-vous garde sa couleur de la consultation ou de la visite à domicile ou de la rendez-vous délégué ou ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des rendez-vous en jour complet, par exemple, si vous pouvez cliquer dedans. Et alors là, c'est un jour complet, vous voyez, toute la journée, qui vous permet de mettre des rappels pour la journée, ou même des patients les voir, mais sans heure précise, etc. Voilà, donc le premier chapitre d'agenda, très court, qui est terminé. Vous allez avoir dans la mise à jour, pas cette fois-ci, mais la mise à jour du mois de juillet, la possibilité de retrouver le rendez-vous d'un patient. Donc, vous pouvez, si un patient vous téléphone, je ne sais plus quand est ma date de rendez-vous, vous pourrez le retrouver via une fonction qui arrivera à ce moment-là. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions sur ce petit chapitre d'agenda et de fiches personnelles. Voilà, il y a déjà, donc ici on va faire une petite pause, comme je vous l'ai annoncé pour les questions. Donc il y a Catherine qui essaye de nous poser une question depuis pas mal de temps. Donc je vais donner la parole à Catherine. Catherine, activez votre micro, autrement on ne vous entendra pas. Moi je vous ai mis autorisation de parler. Activez votre micro dans le coin inférieur gauche de votre ordinateur, sur le micro. Catherine. Bon, alors, autrement, il y a le docteur, il y a Nicolas qui essaye de nous poser une question aussi. Voilà, permettre de parler. Nicolas? Nicolas? Allô? Allô? Oui, oui, oui. Voilà, excusez-moi de le temps de pousser. Dites-nous. Je dis en même temps, bonjour. Ma question était toute simple. Est-ce qu'il y aura une synchronisation avec Google Agenda? Je pense que c'est une question qui a déjà été posée dans le passé. C'est pas prévu actuellement parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe depuis que Google Agenda a mis excessivement de précautions dans ses agendas de sécurité et ça devient excessivement complexe. Donc, c'est pas à l'ordre du jour actuellement. Et ma question suivante, alors, parce que ça facilite quand même, on a un secrétariat, nous, ils prennent des rendez-vous à distance, on a facile de consulter notre téléphone. Est-ce qu'il y aura un moyen d'avoir une application pour consulter cet agenda? Vous pouvez déjà installer MediSpring sur votre téléphone. Enfin, pas installer, mais utiliser Google sur votre téléphone, aller sur MediSpring et visualiser votre agenda. À l'époque, j'ai essayé, mais je ne suis pas arrivé à mettre la clé privée pour entrer. Normalement, c'est possible. Le plus simple, c'est de se l'envoyer par email et comme ça, elle est dans votre agenda et vous la mettez dedans. Ok. C'est tout à fait possible. Oui. Voilà, merci. Alors, il y a le docteur Ehrenreich qui veut nous poser une question aussi. Allez-y. Docteur Uwe Ehrenreich, vous pouvez poser votre question. On vous entend. Allô? Bon, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Voilà, il n'y a plus de mains, j'ai plus de mains qui se lèvent. Il y a des questions écrites qui sont parvenues, mais je pense que tu vas en parler oui. Ensuite pour la prolongation d'une demande de remboursement. Oui, mais ça, voilà, on n'est pas encore dans ce chapitre-là. D'accord, possibilité de préenregistrer des schémas pour… oui, mais ça, j'en parlerai quand je serai dans ce chapitre-là. Ça va être traité ultérieurement. Voilà. Okay. Plus de questions maintenant, on continue. On continue donc. Alors, vous êtes devant votre MediSpring tout neuf, il n'y a aucun patient dedans, même si j'ai un peu triché en mettant des rendez-vous. Donc, vous voulez créer, un patient arrive chez vous, vous voulez créer un nouveau patient. Vous avez le petit bouton plus ici qui vous permet de créer un nouveau patient manuellement en mettant le nom de famille, le prénom, la date de naissance et le sexe. Et là, vous créez le patient directement. La plupart du temps, naturellement, on a la carte d'identité. Vous avez aussi une fonction qui peut être utile aussi si vous connaissez, par exemple, par téléphone, vous voulez créer le patient par téléphone pour le mettre dans l'agenda. Vous pouvez demander au patient de vous donner son numéro national. Par exemple, je mets le mien. Je tape le numéro national. Automatiquement, par une recherche qu'on appelle sur RN Consult, il va retrouver mon nom, ma date de naissance et je peux là directement créer le patient.
Naturellement, la création de patients, elle se fait de façon plus évidente par la carte d'identité. Je vais faire l'exemple. Actuellement, le patient est devant vous. Vous glissez la carte d'identité dans le lecteur et automatiquement, après une quinzaine de secondes, la carte d'identité est lue. Alors ici, il va me proposer, voilà, il a retrouvé mon nom, mon numéro national sur ma carte d'identité. Il me dit, ce patient n'existe pas encore. Voulez-vous le créer? Ben oui, je crée un nouveau patient. Voilà, le patient est créé, il n'y a rien de plus compliqué. Vous avez directement dans sa fiche, attendez, je vais faire partir ça, vous avez toutes ces infos qui sont dans sa fiche et vous allez retrouver également dans l'adresse, son adresse de type domicile. Voilà. Donc ici, je pars du principe que le patient est créé et comme vous l'avez vu, puisque j'ai une connexion e-health, le petit bouton est noir, j'ai directement, en ouvrant le dossier du patient, fait mes recherches de e-santé. La première recherche qui est sur la gauche, c'est de l'assurabilité. Donc, pour que ces recherches fonctionnent, il faut que j'ai une connexion e-health valable et il faut que mon patient ait un numéro national, forcément, puisque le patient a été créé avec la carte d'identité. Le premier bouton est l'assurabilité, qu'on appelle maintenant données du membre. Voilà, c'est un peu changé parce qu'il y a beaucoup plus d'infos qui passent actuellement. Donc, dans ces données du membre, en cliquant dessus, vous pouvez aller voir le détail. Tout ça, naturellement, est sauvé dans la fiche du patient. Vous pouvez voir sa mutuelle. Vous pouvez voir si le patient est BIM, cette case est cochée. Vous pouvez voir si le patient est tiers payant. Vous pouvez voir si le patient appartient à une maison médicale et vous pouvez voir ici depuis le début de l'année si le patient a un trajet de soins, diabète, insuffisance rénale et quels médecins sont gestionnaires de ce trajet de soins, spécialistes ou généralistes. Également si le patient a une maladie chronique, dans ce cadre il sera mieux remboursé en visite à domicile. Et la pharmacie de référence du patient, c'est un peu l'équivalent du DMG pour le médecin, pour le pharmacien. Donc, toutes ces infos sont stockées directement dans le dossier du patient. Et par exemple, quand je reprends l'assurabilité, si je prends un autre patient, ce patient-ci, je fais aussi la vérification de l'assurabilité. Non, c'est peut-être pas un mauvais exemple. Je voulais prendre cette patiente-là. Voilà. Quand une patiente est BIM, nous l'indiquons ici par un petit sigle point d'exclamation au-dessus de l'assurabilité. Comme ça, vous avez immédiatement l'info que cette patiente est BIM. La deuxième icône, qui est faite immédiatement à l'ouverture du dossier du patient, est le consentement du patient. Chez moi, cette icône est verte parce que le consentement est déjà actif. Si cette icône était grise, il vous suffit de cliquer dessus. Et alors, vous pourrez cocher la case en haut à gauche, je demande librement, enfin vous donnez une information au patient, je demande librement à m'inscrire sur les réseaux de santé, donc c'est le patient qui donne son autorisation pour que toutes ces données médicales et administratives soient partagées sur les hubs. Et automatiquement, nous créons un consentement, ce qu'on appelle national, qui est le consentement administratif, et le consentement pour les hubs, qui est le consentement de partage des données médicales. Le numéro de carte se met automatiquement puisque vous venez de lire la carte d'identité du patient et vous enregistrez le consentement. C'est une première étape. En général, ce consentement du patient a déjà été fait, soit chez un autre médecin, soit dans les hôpitaux. Une grosse majorité des consentements ont déjà été faits actuellement en Belgique. Si maintenant un patient refuse de donner son consentement, le médecin ne pourra jamais vérifier des infos administratives ou médicales sur les hubs. La deuxième condition pour avoir une visualisation de ces données sur les hubs, sur les réseaux donc Internet, est d'avoir un lien thérapeutique. C'est-à-dire que tout ce qui était placé sur les ordinateurs du réseau de santé wallon ou réseau de santé bruxellois n'est accessible aux médecins ou aux paramédicaux qui ont un lien thérapeutique avec ce patient, c'est-à-dire qui sont entre guillemets les médecins référents de ce patient. Un patient, naturellement, peut avoir plusieurs liens thérapeutiques chez un médecin généraliste ou chez plusieurs médecins généralistes et chez les médecins spécialistes ou au poste de garde, etc. Si l'icône est grise, il n'y a jamais eu de lien thérapeutique,
vous cliquez dessus, et là la même chose, le numéro de carte se met, et vous cliquez sur enregistrer le lien thérapeutique. À ce stade-ci déjà, vous pouvez demander de n'activer que les liens nationaux ou que le lien sur les hubs. Ce sont des cas particuliers, mais parfois certains patients disent oui, moi je veux bien partager mes données administratives pour pouvoir faire du DMG, etc. Mais je refuse catégoriquement que mes données de santé soient sur les hubs parce que je ne suis pas confiant, etc. etc. Dans ce cas-là, vous allez uniquement faire ce lien-là et vous n'aurez jamais accès au SUMER ou au réseau de santé wallon. Mais la grosse majorité des patients, on peut faire un lien national ou un lien hub et on l'enregistre. Si cette icône ici est orange, c'est-à-dire que vous avez déjà eu un lien thérapeutique dans le passé, mais que ce lien thérapeutique est périmé. Il a une durée actuelle de 15 mois. Au bout de 15 mois, il faut simplement cliquer sur l'icône là, mettre la carte d'identité du patient. Dans la prochaine version, on ne devra plus la mettre, ce sera automatique puisque l'info est gardée en mémoire, et cliquer sur enregistrer le lien thérapeutique. Je ne sais pas, Philippe, si à ce niveau-là, déjà, tu avais d'autres infos à donner au niveau de la e-santé Wallonie. Alors, par rapport à ce que tu as déjà donné comme information, je pourrais rajouter que le nombre de patients en Wallonie qui ont donné leur consentement au partage de données de santé, on arrive à 2 millions de patients. Et je vous rappelle que nous sommes à peu près 3,6 millions, 3,7 millions wallons. Donc, c'est plus de 50 ou quasiment 50, plus de 50%. Et il faut savoir qu'évidemment, nous avons inscrit des patients en besoin d'être suivis, donc nos patients âgés essentiellement. Donc, dans une consultation typique, on est beaucoup plus à 70 ou 80% de patients qui ont déjà donné leur consentement. Alors, une deuxième précision sur la durée des liens thérapeutiques, comme tu le disais, le lien thérapeutique standard d'un médecin généraliste, c'est 15 mois, mais il y a des liens thérapeutiques de médecins généralistes plus courts, comme par exemple dans les postes de garde où la durée est beaucoup plus courte, ou en situation d'urgence où nous faisons un lien thérapeutique de 3 mois à ce moment-là. Voilà. Okay. On va voir plus tard la façon d'utiliser ces liens thérapeutiques naturellement. Frédéric, maintenant qu'on est dans les liens thérapeutiques, les cartes d'identité, etc., avant d'avancer, quelqu'un demande ce que c'est Easy Plus et est-il nécessaire de cocher? Alors, Easy Plus, ce sont les personnes qui n'ont pas, c'est une bonne question, qui n'ont pas de carte d'identité. Soit les enfants, pour qui on n'a pas encore été chercher la carte d'identité à la commune, parce que c'est payant avant l'âge de 18 ans, reçoivent de la mutuelle une carte Easy Plus, soit les travailleurs étrangers qui travaillent en Belgique et qui ont une mutualité belge, peuvent demander à leur mutuelle une carte Easy Plus. Sur cette carte Easy Plus se trouve un numéro, il n'y a pas de puce, donc on ne sait pas lire cette carte, se trouve un numéro, vous devez taper ce numéro à cet endroit-là, choisir numéro de carte Easy Plus et vous faites la même chose. Vous enregistrez le lien thérapeutique et vous faites le consentement directement avec la carte Easy Plus. Voilà, mais c'est uniquement dans le cas des enfants et des travailleurs étrangers. N'oubliez pas que dans les travailleurs étrangers, c'est eux qui doivent faire leur demande à la mutuelle, demande parfois insistante, parce que les mutuelles n'ont pas toujours fort envie de délivrer cette carte, mais ils sont tout à fait dans leur droit d'obtenir cette carte. Sans cette carte, nous n'avons pas de numéro de carte Easy Plus, et forcément pas de numéro de carte d'identité, et on ne sait pas créer de lien thérapeutique. Donc on n'a aucun accès à toutes les données de la e-santé. J'avais quelque chose encore à te partager, Frédéric. Oui. Donc, quand tu crées un nouveau patient, je crois que tu as la possibilité de récupérer pas mal de données de santé déjà existantes. Je vais y arriver. Je vais y arriver, Philippe. Je vais y arriver quand je parlerai du SUMER. Je vais y arriver. Oui. Voilà. Alors ici, la dernière chose dans la barre e-santé, vous voyez l'icône ici est en orange, on affiche l'état du DMG. Donc quand l'icône est verte, par exemple, comme dans cette personne ici, l'icône est verte, le DMG m'appartient. Par contre ici, le DMG appartient à un médecin extérieur. Et si vous avez envie de savoir à qui appartient ce DMG, il suffit de cliquer dessus et vous voyez le nom du médecin extérieur qui possède le DMG et avec éventuellement la date. C'est à cet endroit également que vous pouvez faire une nouvelle demande de DMG. Vous dites « nom d'un pétard, c'est mon patient, je vais maintenant prendre le DMG, c'est la date d'aujourd'hui ».
vous allez mettre le numéro de nomenclature de l'attestation que vous avez faite aujourd'hui et vous pourrez cliquer sur valider. C'est vous à ce moment-là qui prenez le DMG immédiatement et ça est fait immédiatement dans les remboursements des attestations. Voilà, je ne sais pas s'il y a déjà des questions pour cette partie un peu administrative. Le docteur Strobens demande au niveau de des personnes qui travaillent pour la communauté européenne, comment faire? Alors, les personnes pour travaillant pour la communauté européenne n'ont pas de mutualité belge, à ma connaissance. Ils ont des assurances ou des choses comme ça. Et si vous voulez facturer un DMG à cette personne-là, vous devez facturer un DMG sur une attestation classique ou sur un autre mode de facturation. Mais donc, à ce moment-là, la mutuelle n'intervient pas. Et si ces personnes n'ont pas de mutuelle en Belgique, ils n'ont pas de numéro de carte d'identité belge ni de numéro de carte EASY. Donc, il n'y a pas d'accès à la e-santé. Mais ça, j'aimerais bien aussi l'avis de Philippe, s'il n'y a pas une solution. Écoute, je ne crois pas. On peut créer des numéros bis, là tu le sais bien, tu vas en parler tout à l'heure, mais je ne sais pas si on peut l'utiliser, cette fonctionnalité, dans ce cadre-là. Pas non plus. Les numéros bis sont plutôt des numéros réservés à des personnes qui sont des étrangers ou des personnes sans domicile, etc., qui sont en instance de régularisation. Je ne sais pas si on peut utiliser ça pour les personnes travaillant dans la communauté européenne. Je me renseignerai, je viendrai avec une réponse. Merci. Oui, c'est bien. Et dans la même lignée, donc Sophia nous pose la question alors pour ces personnes-là, comment avoir accès au hub? Mais donc Philippe va se renseigner au nom de la e-santé et vous reviendra dans une réponse à tous les participants. Parfait, merci. Voilà, donc on a abordé toutes les questions qui étaient écrites. Est-ce que maintenant qu'on refait une petite pause au niveau des questions, levez votre petite main. Je rappelle que pour lever la main, ceux qui ne trouvent pas, vous cliquez sur participants, vous avez l'option lever votre main. Je vous vois et donc je vous donne la parole pour que vous puissiez poser votre question. Je vous donne la parole, mais il faut aussi activer votre micro dans le coin inférieur gauche. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut lever sa main pour poser une question oralement? Je ne vois personne. C'est que ces explications… C'était clair, voilà. il y a Philippe qui veut poser une question. Voilà. Philippe. On vous entend. On m'entend? Oui, on vous entend. Voilà. Donc, moi, j'ai eu un cas d'un patient qui était BIM, mais non tiers payant. Non, l'inverse, tiers payant, mais non BIM. Non, justement, BIM, mais non tiers payant. Donc, oui, j'ai eu des cas comme ça aussi, et je pense que c'est une erreur d'encodage au niveau des mutuelles. Ok. C'est la mutuelle, parce que ça, il faut contacter les mutuelles. Sur la mutuelle et qu'on reclique en disant le remétrage de l'histoire de la mutuelle, ça, on a beau le faire, ça marche. Non, c'est une erreur d'encodage au niveau des mutuelles. Ça, on a déjà eu des contacts avec. Et du coup, on ne sait pas facturer. Vous ne pouvez pas facturer ou bien je pense qu'on peut quand même. J'arrive pas à le facturer en BIM. Oui. Mais ça, c'est vraiment à contacter. C'est la mutuelle qu'il faut contacter. C'est pas une erreur de chez nous, c'est une erreur d'encodage chez eux. Et c'est vrai que j'ai déjà eu quelques cas. Hein. Oui. Voilà. C'est rare, hein, mais ça arrive. Super. Grand merci. Merci. Je fais juste une petite parenthèse, j'ai oublié d'en parler, bon ça a quand même son importance, je ne comptais pas en parler, mais Philippe a parlé des numéros bis. Bon, ce n'est plus vraiment du domaine du tout débutant, mais ça vaut quand même la peine de le savoir. Quand vous, par exemple, vous voulez créer un nouveau patient, je clique sur le petit plus ici, et c'était surtout important, enfin c'est surtout important dans le cas de Covid, lorsque vous vouliez faire un frottis, il faut obligatoirement un numéro national. Et par exemple, j'ai envie de chercher le numéro national de ce patient. Vous avez un patient qui s'appelle par exemple ici le héros, voilà, et son prénom c'est Toto. Vous me dites qu'il est né le 12/2001 par exemple, et j'ai un bouton qui permet de rechercher le patient. Donc il va rechercher le patient dans toute la base de données du registre national. Naturellement, il ne va pas le trouver puisque ce Toto le héros, on va dire c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays. Et vous avez l'occasion, vous ici, en tant que médecin, de demander un numéro BIS. Donc, il y a un petit message d'avertissement du gouvernement. Vous cliquez sur « Accepter » et là, vous devez remplir certaines données du lieu de naissance, du lieu de résidence, etc. dans quel pays ce patient habite. Et là, vous pourrez vraiment créer un numéro BIS
Un numéro BIS, c'est un numéro officiel à ne pas créer à la légère, qui est l'équivalent d'un numéro NIS qui vous permet d'avoir à ce moment-là toute l'ouverture pour la facturation, pour les demandes de Covid, etc. Surtout utile pour les personnes en instance de régularisation. Voilà, c'était la petite parenthèse. Voilà, donc nous venons de créer... Frédéric, il y a encore deux questions. On va peut-être les traiter maintenant. Oui. Elles viennent d'arriver. Voilà. Vous nous entendez, Agnès? Allez-y. Vous devez activer votre micro. Autrement, voilà, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Mais quand on fait ce que vous avez dit, parce que j'ai jamais fait ça pour le DMG, là, faire un DMG, vous avez dit à côté, je vais mettre 10, 10, 76. Oui. Je dois faire la même chose dans la finance, dans l'attestation. Non. Oui, naturellement, ça doit être. Si vous voyez le patient aujourd'hui avec un code de consultation, ben c'est ce même code que vous mettez. Si vous l'avez vu en visite à domicile, vous allez mettre 10 31 32 ou un autre code en fonction de votre numéro INAMI. C'est le même code, naturellement. Et là, la mutuelle vérifie, en fait, ça sert à quoi? Ça sert simplement que la mutuelle puisse vérifier qu'il y a bien eu un contact patient aujourd'hui. Sinon, on pourrait se dire que tout le monde va créer des DMG pour tout le monde sans voir les patients, ce qui n'a pas de sens, naturellement. Donc ici, quand la mutuelle va recevoir l'attestation, soit par papier, soit par voie électronique avec ce numéro de code, elle va dire « Ah oui, ok, il y a bien eu un contact patient aujourd'hui, donc je vais payer le DMG à ce médecin, s'il n'avait pas encore été payé l'année. » C'est pour ça qu'il faut mettre. On a un délai de 7 jours. Par exemple, vous dites tiens, je vais demander, j'ai été faire une visite à domicile hier ou avant-hier. Ah zut, j'avais pas mon ordinateur avec moi. Je vais demander le DMG aujourd'hui. Vous pouvez le faire dans un délai de 7 jours. Là, il faut mettre la date naturellement. Vous devrez changer la date, dire tiens, je l'ai vu le 10 en visite à domicile. Et voilà, je peux demander mon DMG. Oui, puisque c'est étrange. Il y a une patiente qui m'a dit j'ai fait une attestation papier parce que je suis pas encore habituée tout à fait avec le Medispring là. Donc, j'ai mis 10, 76 plus son DMG. La mutuelle a dit, écoutez, demandez à votre médecin qu'elle le fasse sur son par voie électronique. Oui, mais c'est ça. Ici, c'est par voie électronique. Mais l'attestation, attention, si vous avez fait une attestation papier, la mutuelle va être au courant qu'il y a eu un contact patient seulement quand la patiente aura renvoyé son papier à la mutuelle. Forcément, s'il reste dans son tiroir, la mutuelle n'est pas au courant. Par contre, si c'est électronique, c'est immédiat. Merci. Voilà, c'est là le délai. Voilà. Et alors, il y a une question de Luce aussi. Luce, vous pouvez parler. On va vous entendre. Allez-y. Luce Caroui, vous pouvez poser votre question. Allô? Bon, on n'entend pas la question. Ce sera peut-être pour tout à l'heure. Voilà, mais on va reprendre. Frédéric, merci. Oui. Alors, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, vous avez votre patient devant vous. Un patient que vous n'avez jamais vu, qui déménage, il habite Bruxelles, il vient habiter dans ma région, et vous allez compléter son dossier médical. Alors, vous venez de créer un lien thérapeutique avec lui, voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez même fait le DMG. Vous voulez remplir son dossier médical. Comment est-ce que vous allez faire? La première des choses, c'est de le faire manuellement, de cliquer sur un petit plus ici, plus un problème de santé. Un problème de santé, c'est quoi? C'est une pathologie qu'on appelle relevante, c'est-à-dire importante, qui est prise en charge par le médecin. Par exemple, un rhume n'est pas un problème de santé puisque ce n'est pas considéré comme une pathologie importante. Vous interrogez le patient et il vous dit « Oui, je souffre d'hypertension ». Vous allez cliquer sur le petit plus ici et vous allez taper hypertension, quelques lettres, et vous allez retrouver hypertension. On va dire, voilà, c'est bien beau, j'ai retrouvé mon hypertension. Il y a tous des codes qui sont là derrière, des codes qui servent à faire plein de choses. Et vous cliquez sur le bouton « Ajouter ». Même avant, vous pouvez changer la date. Il me dit qu'il souffre d'hypertension depuis 10 ans. Ben voilà, vous mettez 2010. Vous pouvez même, si vous êtes puriste, effacer les jours pour mettre une date incomplète. Ça, c'est tout à fait possible. Et vous cliquez sur « Ajouter ». Voilà, j'ai ajouté un problème de santé dans le dossier du patient. Vous ajoutez un deuxième problème de santé, par exemple, qui s'appelle psoriasis en gouttes. Vous le trouvez, et me dit oh, je souffre de ça depuis 1990, etc. Et vous pouvez même mettre une petite remarque ou ici, mettre dans la description, par exemple, entre parenthèses, sur le tronc, exemple. Et là, dans la petite note, vous pouvez mettre suivi par le docteur Intel.
vous l'ajoutez et vous avez créé le psoriasis en gouttes. Vous voyez bien que c'est le tronc. Et quand vous passez votre souris dessus, vous voyez la date de début ainsi que le commentaire que vous avez rajouté. Ce commentaire peut même prendre 2 pages si vous voulez. Hein. Donc ça peut être un commentaire, ça peut être un copier-coller issu d'un rapport de consultation si vous le désirez, donner plus de détails. Voilà. Ça, ce sont les problèmes de santé. Donc, une pathologie active qui est prise en charge par le médecin, quelque chose d'important. Dans les antécédents ici, je vais dérouler les antécédents. Les antécédents, par définition, c'est une pathologie importante qui a été prise en charge par le médecin, donc quelque chose de passif. Par exemple, une hypertension n'est jamais à encoder là-dedans, sauf si c'était une hypertension de la grossesse, par exemple, qui est terminée. Par exemple, dans le cas de mes antécédents, vous demandez au patient de quoi il a déjà souffert, vous pouvez taper quelques lettres et il me dit oui, j'ai eu une dépression. Voilà, j'ai eu un unique. Voilà, vous choisissez la dépression qui se rapporte le plus à ce que vous voulez. Vous mettez une description et là vous devez mettre, si vous le désirez, une date de début. Par exemple, il a eu ça en 2019 et ça s'est arrêté en 2020 ou même une date plus précise si vous voulez. Un antécédent, comme c'est du passé, a toujours obligatoirement une date de fin. Et j'ajoute donc en antécédent ma dépression. Je ne vais pas mettre en antécédent une grippe, un rhume ou un truc comme ça. Ça charge le dossier de façon inutile. Dans les antécédents chirurgicaux, même chose, le petit plus. Là, vous voyez, nous sommes dans les procédures chirurgicales et non plus dans les problèmes médicaux. Là, vous tapez quelques lettres de l'appendicite, vous trouvez votre appendicectomie laparoscopique et là, vous mettez une date de fin. Je vais mettre la même date d'aujourd'hui. Voilà, pardon. Excusez-moi. Oups. Ah zut. 12, 10. Voilà, et vous cliquez sur ajouter. Voilà, donc je commence à créer le dossier du patient de cette façon-là. Je vais montrer tantôt, dans une deuxième étape, ce que disait Philippe, qu'on peut aller beaucoup plus vite en important un summaire, mais je le ferai quand je serai dans cette partie-là. Donc vous voyez, vous avez déjà encodé pas mal de choses. Mais vous me direz peut-être, c'est bizarre, quand moi je tape bronchite, par exemple, je vois ici tout de suite bronchite obstructive chronique, que c'est beau, c'est bien terrible. Moi, sur mon Medispring, quand je tape bronchite, je vais tomber sur tuberculose primaire, trachéobronchite, avec des choses qui n'ont rien à voir. Tout simplement parce que ce sont des termes que j'ai choisis déjà une fois dans Medispring. Dès que j'ai choisi une fois un terme dans Medispring, il devient comme favori et il va immédiatement se mettre tout à fait en haut. Par exemple, un médecin généraliste, quand il va taper ANG dans une consultation, il va trouver immédiatement angine, quand il a sélectionné déjà une seule fois. Un spécialiste qui va taper ANG va trouver angor, parce qu'il a déjà au moins sélectionné une fois. C'est vraiment propre à chaque médecin. Vous voyez, votre dossier du patient commence à se construire de façon beaucoup plus complet. Maintenant, vous n'avez pas toujours le temps de faire tout ça, de parler des problèmes de santé du patient, parler de ses antécédents quand il vient pour la première fois et que la salle d'attente est bondée, par exemple. Mais ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas le temps, dites tiens, je ferai ça à la prochaine consultation. Je pense que quelque chose de très important, c'est de demander au patient est-ce que vous souffrez d'une allergie médicamenteuse, oui ou non. Si le patient me dit oui, je suis allergique à l'amoxicilline, vous choisissez l'amoxicilline. Vous mettez dans la note, par exemple, qu'il a fait un œdème de Quincke important, on va dire en l'an 1998, et vous l'ajoutez. Ça, c'est quelque chose de capital, naturellement, dans le dossier du patient, surtout quand vous allez exporter un summaire, donc un résumé du dossier du patient, je vais en parler tantôt. Si vous n'avez qu'une seule chose à faire parce que votre salle d'attente est pleine, prenez le temps de demander au patient s'il souffre d'une allergie, et éventuellement s'il a des facteurs de risque. On a fait quelque chose dans Medispring pour que ce soit très simple. Vous voyez, à côté de facteurs de risque, vous avez 3 petits points, un menu. Vous choisissez par exemple tabac, le patient fume, et vous faites ajouter, c'est tout, 2 clics. Naturellement, je n'ai pas noté combien de cigarettes il fumait, etc., mais j'ai noté que le patient était fumeur. Vous voyez, c'est très rapide, et votre dossier devient maintenant hyper complet. Je vais maintenant avant de faire une petite pause,
toujours dans le journal du dossier du patient, ici, vous retrouverez directement ce qu'on appelle les préventions. Les préventions du cancer sont affichées directement là. Lorsqu'une prévention n'est pas faite, il y a une petite cloche rouge qui se met pour dire attention, vous devez faire la prévention du cancer du côlon chez ce patient. Et ces préventions ne sont affichées dans le dossier du patient que dans cet exemple ici, qu'un homme et une femme à partir de 50 ans. Si vous ouvrez le dossier d'un patient de quelqu'un d'une femme de 30 ans par exemple, eh bien, vous aurez une prévention du cancer du col de l'utérus, mais pas de cancer du sein et pas du cancer du côlon. Je vais parler tantôt de comment est-ce qu'on peut encoder ces préventions, mais déjà maintenant, sur cette partie de la synthèse du dossier du patient, donc des éléments de soins, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Frédéric, on a eu 4 questions écrites qui sont arrivées. Donc, Christine demande si on a plusieurs dossiers ouverts avec le même nom de patient, comment remettre tous les dossiers en un seul? Alors ça, c'est une fonction qui va arriver, enfin qui existait déjà, mais qui ne marchait pas bien, qui va arriver dans la version 2.3 de mardi prochain. Ici, dans les listes des patients, qui est là tout à fait à gauche, vous avez un bouton doublon, là. Et en cliquant sur ce bouton doublon, nous allons afficher tous les doublons qui existent dans le dossier du patient. Et une fois que vous voyez les doublons, et vous pouvez fusionner, éventuellement les doublons que vous avez créés. Voilà. Donc ça, ce sera à partir de mardi prochain. C'est déjà actif maintenant, mais ça a été amélioré à partir de la mise à jour de mardi prochain. Alors, Sophia demande si le patient existe, mais n'a pas de NIS, comment demander le numéro BIS? Donc le patient existe, mais n'a pas de NIS. Donc, il n'y a aucun NIS qui a déjà été créé pour lui, je suppose, c'est ça? Oui, donc comment créer un numéro BIS? Ben, pour créer le numéro BIS, comme j'ai montré tantôt, vous faites ici le petit plus pour créer un patient. On tape son nom. On clique sur le bouton « Rechercher ». Il va me dire qu'il n'a rien trouvé. Et là, pour ce patient, on clique sur le bouton « Demander un numéro BIS ». On doit toujours commencer par une phase de création d'un nouveau patient et de recherche, parce que bon, peut-être que ce numéro NIS existe depuis, et donc là, il faut d'abord le chercher. Si vraiment ce patient n'existe pas dans la base de données du registre national, on a l'occasion, après avoir cliqué sur le bouton recherche, de cliquer sur demander un numéro BIS. Merci. Voilà. Alors, au niveau des DMG, Dominique nous dit, le DMG électronique n'est-il pas exclusif lorsqu'on a commencé par cette voie et le papier n'est alors plus permis? Oui, j'en ai pas parlé beaucoup du DMG, on pourra en reparler à tantôt, mais c'est vrai, lorsqu'on s'abonne au DMG électronique, c'est blanc ou noir, il n'y a plus que le DMG électronique. Alors pour s'abonner au DMG électronique, à nouveau, vous retournez dans votre fiche ici en bas à gauche, vous avez là un onglet IDMG, et là, vous allez cliquer sur la case « Je m'inscris au DMG ». Moi, c'est déjà fait, donc vous ne le voyez pas. Il y a un bouton « Je m'inscris au DMG ». Vous devrez mettre votre numéro de compte, parce que pour le paiement de ce DMG électronique, et vous devrez valider les messages de IELTS, et ensuite cliquer sur le bouton « Demander mon inscription au DMG ». Une fois que c'est fait, c'est irrévocable. Le code de DMG, vous ne pourrez plus jamais l'attester. C'est terminé. Mais franchement, je vous incite à le faire. C'est excessivement facile. Le DMG est payé de façon automatique, c'est-à-dire que dès que votre patient est en ordre de DMG, vous avez fait une demande de DMG, comme je vous ai montré, où le patient était déjà en ordre de la fois précédente. Lorsque le patient viendra en janvier pour sa première consultation de l'année, automatiquement, vous recevrez une somme de 31 € sur votre compte dans les 48 heures qui suivent cette consultation. Donc c'est vraiment très 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 facile, il n'y a aucun travail à faire. Il ne faut jamais envoyer des papiers ou donner des papiers aux patients qui doivent payer ces 31 € ou les envoyer aux mutuelles. Franchement, je vous conseille de faire du IDMG. Merci. Alors Thierry nous fait une suggestion. Il voudrait que les allergies apparaissent mieux, ou en rouge ou d'une autre façon plus visible. Alors, ce qui va arriver déjà dans la version ici de mardi,
quand il y a une allergie du patient, elle va déjà être déroulée automatiquement. Et alors moi, ce que j'ai demandé, quand il y a une allergie, c'est que le petit point ici avec le 1, le petit point en 1 soit en rouge. Mais ça, ce sera pour la mise, ils n'ont pas eu le temps de terminer, ce sera pour la mise à jour du mois de juillet. Eh bien voilà, donc Thierry va être content. Et merci Thierry d'avoir mis S comme suggestion, ça nous aide beaucoup pour le tri des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question oralement? Levez votre petite main si c'est le cas. Eric, voilà. Allez-y, Eric, on vous entend. Activez votre micro, Eric, coin inférieur gauche. Voilà. Oui, voilà. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, donc c'est simplement, donc j'ai pas bien vu pour la fusion, parce que j'ai quand même pas mal de doublons dans mes dossiers, et ça me pose un gros problème. Donc, alors je vais vous montrer, mais je vais d'abord vous montrer autre chose. Dans la version ici de MediSpring depuis plus ou moins un mois, toutes les FAQ ont été mises à jour. Nous avons maintenant, quand vous cliquez sur le petit point d'interrogation qui est là, vous avez maintenant un manuel d'aide de MediSpring qui est là. En cliquant dessus, vous allez ouvrir, je vais l'ouvrir dans Google, voilà. Vous allez ouvrir ici un manuel d'aide qui fait 367 pages. Naturellement, je ne vais pas vous demander de lire tout ça. Alors, ce que vous pouvez faire ici, je vais vous expliquer pour les doublons, mais si jamais vous avez une question, n'importe laquelle, vous cliquez sur « Voir les questions-réponses ». Vous allez arriver directement dans notre module de FAQ et vous avez un petit champ recherche qui est là. Et là, vous tapez par exemple doublon. Je vais taper doublon. Pourquoi il ne s'affiche pas? Je vais taper doublon et là, vous allez voir immédiatement toutes les fois où le mot doublon est dedans. Par exemple, vous voyez, fusionner deux dossiers patients, incorporer où il y a des doublons, etc. etc. Ça, c'est une très bonne façon de déjà se dépêtrer quand vous ne savez pas quelque chose. Par exemple, pour l'agenda, je prends un exemple, je vais taper agenda. Et Frédéric, on ne voit pas ton écran partagé. Ah oui, pardon. C'est parce que je ne partageais pas le même, excusez-moi. Voilà. Comment est-ce que je dois faire pour ça, moi? Enfin, c'est pas grave, je sais plus comment je vais le faire. Vous allez voir, vous cliquez sur les FAQ, vous tapez dans le champ de recherche, tapez un mot-clé et vous allez trouver immédiatement la réponse dans des petites FAQ très courtes. Mais donc déjà, pour répondre à votre question pour les doublons, vous avez ici sur la gauche la liste des patients. Oui. Vous allez afficher toute la liste des patients. Oui. Et là, tout à fait en haut à droite, il y a un bouton doublon. Oui, voilà. Et c'est là que vous allez retrouver tous les doublons. Et là, vous pouvez soit les fusionner, soit dire non marqué comme non doublon. Voilà. C'est là que ça se passe. Dans cette mise à jour 2.3 du mois du 16 juin, nous avons amélioré le tri ici parce qu'il y avait un tri qui ne fonctionnait pas bien. Mais ça, on a fait une petite aide pour vous expliquer comment ça fonctionne. Parfait. Alors, il y a encore une question écrite qui est arrivée de Christophe. Comment doit-on faire pour rendre actif un patient qui est statué inactif? Bonne question aussi. Donc ici, vous avez, quand vous recherchez un patient, ici, par le champ « Rechercher un patient », nous n'affichons que les patients actifs. Forcément, s'il est inactif, vous ne le trouverez pas. Là, alors à ce moment-là, vous allez dans la liste des patients, vous allez taper DUJ, tiens, quelque chose qui est... Vous allez trouver DUJ, tiens, il y a quelque chose qui est bizarre qui est parti. Il y a un bouton qu'on a fait disparaître, je ne sais pas pourquoi. Et il y a un bouton normalement qui doit se trouver là, mais à mon avis, c'est parce que je suis sur une version test, vous ne le voyez pas. Mais il y a un bouton juste à côté, afficher les patients actifs. Les patients inactifs, pardon. Vous avez un bouton afficher les patients inactifs. Vous cochez ce bouton-là, et là, immédiatement, vous verrez à ce moment-là les patients inactifs. Et alors, quand vous avez ce patient inactif qui est là, supposons que ce soit ce patient-ci, vous allez, donc, vous ouvrez son dossier, il est inactif. Vous allez dans sa fiche, le troisième onglet là, et ici, tout à fait en bas, la case actif est décochée, ben vous la recochez, tout simplement. Vous la recochez, et dès que la case est recochée, vous cliquez sur le bouton enregistrer le... Attendez, hop, il y a ce truc qui est là devant. Voilà, vous cliquez sur modifier le patient, et le patient revient illico actif. Donc d'abord, le rechercher dans la liste des patients, ouvrir son dossier et l'activer. Et puis, il va se retrouver à ce moment-là directement ici dedans. Donc, voilà.
Merci. Il y a quelqu'un qui nous a dit ici que sa fonction fusion de doublons ne fonctionnait pas. Oui, mais justement, c'est dans la Voilà. mise à jour du 16 juin que nous avons amélioré cette fonction. Cette amélioration se fera en 2 étapes. La première étape ici le 16 juin, la deuxième étape dans la version 2.4 pour encore affiner cette recherche de doublons. Merci. Est-ce que quelqu'un a encore une question orale à poser? Pas de questions? Merci. Frédéric, on peut continuer. Alors ici, je vous ai montré comment créer le dossier du patient parce qu'il n'y avait personne dans la salle d'attente, vous aviez le temps, on était en période de Covid, pas de travail, vous avez un dossier qui était, vous avez fait votre dossier impeccablement, votre dossier hyper complet. Voilà, très bien. Maintenant, supposons que vous avez un nouveau patient qui arrive et il a changé de médecin, il vient de Bruxelles, dans la région namuroise. Il y a beaucoup de monde dans votre salle d'attente, vous n'avez pas envie de commencer à compléter tous ces facteurs de risque, tous ces problèmes de santé, etc. Et là, je vais vous montrer l'intérêt d'avoir le lien thérapeutique avec le patient déjà et d'avoir l'intérêt d'utiliser les hubs. Vous allez cette fois-ci aller ici sur le 4e onglet Hub. C'est là que vous pourrez, là qu'il y a un bouton qui vous permet vous-même d'envoyer un sommaire. Si votre dossier, vous voyez, comme je viens de faire, il est vraiment hyper complet, dire ok, j'ai fait un beau dossier, moi je trouve que c'est sympa. Il n'est peut-être pas hyper complet, mais au moins j'ai mis les allergies, quelque chose de très important. J'aurais dû mettre le traitement chronique naturellement aussi, je ne l'ai pas encore fait. Et vous allez cliquer sur envoyer. Moi, ce n'est pas ce que je veux faire maintenant. C'est un nouveau patient et vous voyez que ce nouveau patient, il venait avant chez le docteur Binamé-Dominique. Vous avez vu, le DMG appartient au docteur Binamé-Dominique. Donc, j'ai cliqué sur son sommaire. J'ai cliqué sur le sommaire de Binamé-Dominique. Et vous voyez que vous passez en revue tous les onglets. Et vous avez vu que ce médecin a encodé dans le sommaire de ce patient plein de choses. Voilà, il a encodé plein de choses. Bon, c'est un sommaire test, naturellement, tout n'est pas dedans. Il dit, tiens, ben, j'ai plein d'infos là. C'est un peu bête de les réencoder moi-même. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur le bouton « Importer dans le dossier du patient ». Je clique sur le bouton et alors vous allez voir, toutes les données vont être importées directement dans le dossier du patient. Vont être préparées. Sur la gauche, vous voyez ce que vous-même avez déjà encodé ici. Sur la droite, vous voyez ce qui se trouve dans le sommaire édité par le docteur Binamé. Même chose pour le traitement, il n'y avait pas de traitement non plus. Même chose pour les antécédents, pour les allergies, etc., etc. Et tous les vaccins, voilà, tous les vaccins sont là, ainsi que la liste des soignants, des personnes qui s'occupent de mon patient. Vous pouvez dire, comme c'est un nouveau patient, il y a du monde dans sa salle d'attente, vous n'avez rien rempli. Moi, je vais cliquer sur le bouton « Sélectionner tout » et là, vous allez cliquer sur « Importer ». Je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est un sommaire où il y a beaucoup trop de brol dedans. Donc, je ne vais pas le faire, ça va tout polluer le dossier que je vous montre. Mais là, vous pourrez, en quelques secondes, compléter tout à fait le dossier d'un patient. C'est d'ailleurs quelque chose que peuvent faire les médecins spécialistes aussi. Ils voient un patient, en général, c'est souvent des nouveaux patients qui arrivent chez un médecin spécialiste. Le médecin généraliste a fait un sommaire, on le voit directement. Il clique sur le bouton « Importer » et hop, son dossier se complète immédiatement avec son traitement chronique, ses pathologies, ses vaccins, etc., etc. D'où l'intérêt capital pour le médecin généraliste de faire cette petite action « Envoyer un sommaire ». Actuellement, cet envoi de sommaire est encore quelque chose de manuel. Donc, c'est-à-dire que quand vous estimez que vous avez fait un beau dossier ou que vous avez modifié des choses importantes dans le dossier du patient, vous allez sur le bouton Hub et vous cliquez sur Envoyer un sommaire et puis vous cliquez sur le bouton Envoyer. Voilà, je vais cliquer sur le bouton Envoyer. Moi, je vais envoyer un nouveau sommaire à mon nom qui va partir immédiatement sur les réseaux de santé wallons. Vous voyez ici, le nouveau sommaire a été envoyé et donc il va arriver après rafraîchissement à la date, vous voyez, la date du 12/6. Ça, c'est exactement le sommaire que moi, je viens d'envoyer. Vous voyez l'allergie que je viens de mettre, l'amoxicilline, les facteurs de risque, le tabagisme, le diagnostic, la dépression, etc., etc. Sur le réseau de santé wallon, c'est marqué comme inactif, c'est un antécédent. Dépression était inactif, il y avait une date de fin. Et tout ce qui est actif est marqué directement là, avec éventuellement le commentaire qui s'affiche là. Même chose pour les médicaments, je n'en avais pas mis pour les vaccins. Donc là, j'insiste beaucoup, c'est vraiment le rôle
du médecin traitant d'envoyer un SUMER dès que son dossier est fait en partie. Ça ne sert à rien d'envoyer un SUMER si vous venez de créer le dossier du patient qu'il n'y a rien dedans, mais si au moins vous avez rempli le traitement chronique du patient, que je n'ai pas encore fait ici, et si vous avez rempli par exemple les allergies ou les facteurs de risque, vous pouvez déjà envoyer un premier SUMER, c'est déjà très utile pour les personnes qui vont soigner ce patient. Voilà, merci. Je laisse la parole à Philippe, peut-être voir s'il y a quelque chose à rajouter au niveau du SUMER. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Donc, l'envoi d'un SUMER tout à fait vite n'est peut-être pas pertinent. Mais par contre, dès que tu as terminé une consultation et que tu as rafraîchi les médicaments de ton nouveau patient, rien que déjà ce schéma de médication à jour que tu as rempli dans le SUMER, on peut le publier sur le réseau Santé Wallon. Il a toute sa valeur. Hein. Je pense que beaucoup de nos collègues savent déduire de la liste des médicaments une bonne partie des pathologies. Donc, moi, je suis partisan, dès qu'on a un bon SUMER, de le publier directement. C'est tellement facile et ça peut aider vraiment beaucoup. Au niveau des SUMER, il y a une question de Christophe. Est-il prévu d'importer les probiotiques vitamines dans les médicaments Oui, il faut savoir, je vais en parler quand je serai dans la base de données des médicaments, mais il faut savoir qu'au mois de septembre, le MediSpring va passer sur la base de données qu'on appelle la SAM-V2, qui est une base de données mise à jour automatiquement tous les jours. Et nous aurons également les OTC, donc les probiotiques, etc. etc. Ok, et donc ça vaudra pour la prescription électronique et pour les SUMER. Donc ça, c'était une question voilà, que les participants avaient. Autrement, moins dans les SUMER, mais dans la note médicale, il est possible de noter le groupe sanguin, quelqu'un qui a noté groupe sanguin appartenant à une autre personne et qui ne voit pas comment supprimer les données. Oui, c'est une petite erreur. Donc, j'ai oublié de parler de ces deux petites icônes qui se trouvent ici juste à côté de la barre e-santé. Il y a une note médicale. Dans cette note médicale, vous retrouverez le groupe sanguin. Voilà. Et il y a encore quelque chose qu'on a oublié de faire. On devrait mettre 0, quoi, une ligne vide. Ça doit encore être fait. Ce sera fait prochainement. Donc voilà. Ça, on ne sait pas encore annuler un groupe sanguin, sauf cliquer sur le bouton annuler ici si on s'est trompé au moment de l'encodage directement. Dans cette note médicale, on retrouve également les volontés du patient. Ce sont les volontés qui vont se retrouver également sur le réseau de Santé Wallon via le SUMER. À nouveau, quand vous avez le temps d'en parler avec le patient, si le patient dit « Ah, vous savez, je suis témoin de Jéhovah, je n'accepte jamais une transfusion de sang », c'est facile, hein. Vous ouvrez la note médicale, vous allez dans les volontés, vous mettez « N'accepte pas la transfusion » et vous enregistrez. Ou si le patient dit vous savez, moi, j'ai 88 ans, je ne veux pas être hospitalisé, ne surtout pas aller en réanimation si j'attrape le Covid, etc., etc. Vous pouvez dire qu'il n'accepte pas l'intubation ni la réanimation et vous pouvez enregistrer ça dans la note médicale du patient et ça partira automatiquement lors d'un envoi SUMER. Même chose dans cette note médicale. Moi, je vous ai montré l'onglet groupe sanguin, l'onglet volonté. Là, vous retrouvez l'onglet antécédents texte libre et c'est là qu'on a récupéré les antécédents texte libre pour ceux qui viennent des piqûres. Vous pouvez encoder des antécédents en texte libre ici, mais franchement, je préfère que vous ne fassiez pas ça, utiliser les systèmes qui sont beaucoup plus adéquats pour l'envoi vers le SUMER, parce que les données encodées ici sont des données qui restent personnelles, ne vont jamais partir dans le SUMER. Et juste à côté, il y a un petit bouton avec une note administrative où c'est là que vous pouvez marquer, par exemple, que le patient vous doit 5 € pour la prochaine fois. Et vous pouvez même cocher la case « Afficher à l'ouverture du dossier du patient ». Vous enregistrez, ça se met d'ailleurs en rouge. Et quand vous allez ouvrir le dossier de ce patient, clac, cette petite note médicale, je vais le faire, cette petite note médicale va apparaître immédiatement. Donc je vois ici les derniers patients ouverts. Je vais répliquer sur mon nom, je vois directement ma petite note administrative que le patient me doit 5 €. Quand il m'a payé les 5 €, ben j'enlève tout ça et j'enregistre. Allez, je me retrouve dans son dossier médical. Voilà. Voilà, merci. Alors, Luce, tout à l'heure, n'était pas parvenue à se connecter voilà, pour poser sa question, mais elle nous l'a écrite. Donc, pour recueillir le consentement du patient, il suffit d'inscrire le numéro national ou est-ce qu'il faut vraiment passer la carte d'identité? Et quid pour les enfants qui n'ont pas de carte d'identité?
Alors, il faut passer la carte d'identité parce qu'il y a deux choses qui doivent arriver dans la carte d'identité. Il y a le numéro national du patient qui est là et il y a le numéro de carte d'identité qui, à partir de la semaine prochaine, va être sauvegardé ici, dans l'onglet carte d'identité avec la date d'expiration. Pour pouvoir faire un lien thérapeutique ou un consentement, le numéro national ne suffit pas. Il faut la conjonction du numéro national et du numéro de carte d'identité. Comme si le patient donnait sa carte d'identité comme sa clé pour permettre de signer cette demande de consentement. C'est comme ça qu'il faut le voir vraiment. Et alors les enfants qui n'ont pas de carte d'identité, comme je montrais tantôt, là à ce moment-là, on clique sur le bouton numéro de carte Easy Plus. Et là, on doit taper à la main le numéro de carte Easy Plus parce qu'il n'y a pas de puce dans la carte Easy Plus. Et ça fait exactement la même chose que le numéro de carte d'identité. Voilà, merci. Il y a une question à laquelle on va répondre de Sophie. Voilà, Sophie, vous pouvez y aller. Activez votre micro, Sophie, coin inférieur gauche, autrement on ne vous entend pas. Sophie, vous pouvez poser votre question, mais activez votre micro. Bon, ça ne marche pas. Sophie, vous nous mettrez votre question par écrit alors. Donc, j'active pour Eric. Eric, allez-y, posez votre question. Oui, donc à propos des summers, est-ce que donc si j'ai envoyé un summer que je juge incomplet et que je veux recompléter le dossier du patient, est-ce que je peux renvoyer un deuxième summer pour le même patient? Voilà, le deuxième summer va toujours écraser le premier, il va se mettre en haut, vous n'en verrez qu'un. Par exemple, vous avez encodé le premier summer, vous n'avez encodé que le traitement en cours, mais vous n'avez pas encodé les problèmes de santé ou les antécédents. Quand vous revoyez le patient un mois après, vous allez sur le hub, vous recliquez sur envoyer summer et le summer qui était là à la date du 12 du 6, ben, il sera remplacé par le summer du 12 du 7 par exemple. Tout simplement. Voilà. Et là, on est occupé de préparer une option automatique d'envoi de summaire. Donc ça, ce sera dans mon avis dans 2 mois. Dès que vous aurez encodé dès qu'il y a eu un changement de traitement ou qu'il y a eu une modification ou un ajout d'éléments de soins ici, un nouveau summaire, je ne vais pas dire qu'il va être envoyé automatiquement, mais vous aurez une indication par une petite icône qui dira attention, un nouveau summaire peut être envoyé si vous le désirez. Ça, c'est pour dans 2 mois, plus ou moins. Parfait. Merci. Plus de questions orales? OK. On continue. Eh ben, on continue. Donc, moi, je suis toujours, je ne vais pas dire paresseux, mais j'aime bien avoir des infos. Je vois mon nouveau patient. J'ai pompé tout son summaire que le docteur Binamé, son ancien médecin traitant, avait bien fait. Il m'avait fait un super summaire. Maintenant, il me dit, tiens, mon dossier est vide ici dans la ligne du temps au milieu. Mon dossier est complètement vide. J'ai naturellement pas de biologie. J'ai pas de rapport de spécialiste. J'aimerais bien un peu compléter mon dossier plutôt que de demander au patient d'arriver avec son dossier papier et de commencer à scanner. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? À nouveau, l'intérêt des hubs. Vous allez sur les hubs. Donc, cette fois-ci, vous n'allez pas aller dans l'onglet Summer ici, mais vous allez aller tout à droite dans l'onglet Autres. Et c'est là que vous allez retrouver tout ce qui a été placé sur le réseau de santé wallon ou bruxellois ou sur les COSO, donc les réseaux de santé flamands, où vous pourrez voir les résultats et les importer. Par exemple, je prends un exemple ici, voilà, je clique sur un rapport d'un médecin. Je vais pouvoir voir directement le contenu de sa lettre qui est là. Vous pouvez la lire si ça vous intéresse. Et si vous trouvez que c'est une lettre qui devrait se retrouver dans le dossier du patient, vous cliquez sur le bouton « Importer dans le journal ». Importer dans le journal. Et alors là, MediSpring va vous demander il a retrouvé le nom Parmentier Charles. Il dit, tiens, je n'ai pas encore retrouvé ce nom de médecin spécialiste dans ma liste de médecins spécialistes. Est-ce que vous voulez, il faut mettre un émetteur quelque part. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le bouton créer un nouvel intervenant. Voilà, j'ai créé le docteur Parmentier Charles. Et là, vous allez cliquer sur valider. J'ai encore un tout petit bug avec ce bouton valider, mais il va être corrigé bientôt. Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton valider, vous aurez le message comme ici, document importé avec succès. Et maintenant, si je retourne dans le journal de mon patient, vous verrez
que le rapport du docteur Parmentier à la date du 18/5, c'est vraiment mis directement dans votre dossier. Vous dites, ouais, c'est super, je vais continuer. C'était la lettre du cardiologue, par exemple, le dernier rapport du cardiologue au sujet de son hypertension. Je vais maintenant voir si je n'ai pas une prise de sang chez ce patient. Oh, ben voilà, j'ai une prise de sang du 22/5, super. J'ai une prise de sang qui est là. Vous voyez, cette fois-ci, la prise de sang se présente non pas en texte, mais le labo l'a envoyée sous forme d'un PDF. Vous pouvez naturellement la visualiser comme ça, ou dire au contraire, je l'importe dans le dossier du patient. Je l'importe dans le journal. Il m'a dit, voilà, De Spiegeler 110, il ne connaît pas. Je peux, moi, chercher, par exemple, ici, je sais que c'est le labo Luc Olivier. Dans mes intervenants, je vais dire que c'est le labo Luc Olivier. Je n'ai pas besoin du nom du responsable du labo. Et je fais valider. Dès que j'ai fait ça, le document a été importé. Vous retournez dans votre journal. Vous avez la biologie que vous venez d'importer dedans. Et c'est comme ça que vous allez retrouver que vous allez pouvoir compléter le dossier de votre patient de façon très importante. Vous pouvez demander, si vous avez une secrétaire, à la limite, d'importer tous les documents qui se trouvent sur le réseau de santé wallon, qui datent d'il y a 1 an, par exemple. Et comme ça, vous pouvez déjà avoir un dossier bien, bien complet. Dans certains liens, je vais voir si je sais encore le voir ici. Ici, j'ai cliqué sur un lien de radiologie qui a été mis sur le réseau de santé wallon. Vous voyez ici. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton lien. Il y a un document qui est là, mais il y a des liens qui sont donnés ici. En cliquant sur le lien, vous allez arriver sur un lien Internet qui va vous montrer directement les images des radios sur le serveur de radiologie de l'hôpital Saint-Luc-à-Bouge dans ce cas-ci. Et donc ça, c'est très facile. Je ne vais pas vous le montrer maintenant parce que je n'arrive pas à présenter mon écran pour montrer cette partie-là. Mais vous verrez, quand vous avez un bouton lien, vous cliquez dessus et vous arrivez directement à ces images. Là, vous ne pourrez pas les importer, mais vous pourrez les visualiser. S'il y avait une fracture ou une radio de thorax ou quoi que ce soit, vous pourrez immédiatement les visualiser et éventuellement faire une capture d'écran ou quoi que ce soit si vous voulez dans le dossier du patient. Donc là, vous avez beaucoup de quoi faire dans le journal et l'import des données dans le dossier du patient. Maintenant, voilà, nous avons terminé cette section ici, création des données, liste des consultations. Donc maintenant, je vais passer vraiment à la création d'une consultation. Frédéric, avant de Oui. passer à ça, il y a une petite question encore qui concerne plutôt la création de patients, encoder un patient sans papier ou sans mutuelle. Oui. Une question écrite donc. Oui, oui, donc si le patient n'a pas de papier, n'a pas de mutuelle, vous simplement le petit bouton plus ici, vous tapez son nom, son prénom, sa date de naissance et son sexe et vous créez le patient. Donc moi je peux très bien créer un patient comme tantôt qui s'appelle Toto le héros et je mets de 1991 et je dis que c'est un homme. Et voilà, je crée le patient. Il ne faut rien plus que... Je n'ai pas besoin du registre national. Il est là, bien indiqué qu'il en manque un. Si je n'ai pas de registre national, naturellement, vous voyez, tous ces boutons ne viennent pas verts. Je ne sais pas faire de contrôle sur la e-santé, mais vous pouvez encoder tout ce que vous voulez dans le dossier du patient. Et peut-être que la fois suivante, il aura sa carte d'identité avec lui, ou il aura des infos plus précises sur son numéro BIS, ou etc., etc. Mais vous pouvez toujours le créer manuellement comme ceci. ok, merci. Et alors, par rapport à tout ce que tu viens de dire pour l'intégration d'une biologie à partir du hub, on a une remarque ici de Christophe, la biologie ne s'intègre pas dans l'onglet biologie, dans le filtre de... Oui, bien entendu. Je vais le montrer parce que j'ai pris un mauvais exemple de biologie ici. Je vais le montrer qu'une biologie plus classique, je veux dire, où il y a plus de choses dedans. Je vais l'importer. Je vais à nouveau dire que c'est le labo Olivier, je valide. Donc le labo Olivier donne les infos sous forme sous forme de PDF. Et ce ne sont pas des infos qui sont données de façon structurée, comme une biologie classique où ligne par ligne, on peut faire des graphes, etc. Ici, c'est une image. Maintenant, je vais passer la parole à Philippe. Est-ce que Philippe, tu penses qu'un jour, on peut imaginer qu'il y ait des dossiers structurés en XML, par exemple, qui puissent arriver pour récupérer une biologie structurée?
Je vais vite chercher ma boule de cristal. Alors, oui, non, ça fait des années et des années qu'on nous promet effectivement l'arrivée des biologies structurées. Je pense que, je vais dire, c'est peut-être pour début de l'année prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, des groupes de travail planchent là-dessus à l'INAMI et c'est de plus en plus des obligations auxquelles devront se soumettre les laboratoires. Donc oui, on aura de la structuration, oui, on aura la possibilité de comparer également une biologie faite chez Labo Olivier à une biologie faite par exemple à Saint-Luc, puisqu'on aura à ce moment-là des méthodes de codification. Mais voilà, donc on va dire allez, on se donne rendez-vous au printemps ou à la fin de l'hiver et je pense qu'on aura quelque chose. Très bien. Merci. Alors, il y a une question ici pour corriger une erreur d'encodage de vaccin. Alors, pour corriger une erreur d'encodage de vaccin, je n'ai pas encore parlé des vaccins, mais bientôt, vous allez avoir à côté, dans le module vaccin, ici, un petit bouton pour mettre un vaccin à la poubelle. Donc, ce sera dans la mise à jour. Je pense que ce n'est pas celle-ci, ce sera la mise à jour suivante. D'accord. Et les courbes de croissance, tu vas en parler après? Je peux en parler, oui. Je peux en parler au moment de la consultation, oui. Oui, on pose la question après, alors. Oui. Oui, parfait. Alors, on va démarrer maintenant la consultation. Donc, comment faire une consultation? Je vais faire une consultation toute simple. Vous cliquez sur le bouton « Consultation ». Donc, nous avons actuellement le module SOAP qui apparaît pour subjectif, l'anamnèse, l'examen clinique, etc. D'ici la fin de l'année, ou peut-être même un peu avant, dans l'automne, on aura l'occasion d'utiliser des templates de consultation, donc des canevas de consultation. On va fournir une centaine de canevas de consultation et qui pourront même être personnalisés par les médecins eux-mêmes. Donc, ce sera surtout utile pour les médecins spécialistes qui pourront non pas rester figés dans un SOAP qui est plus adapté à la médecine générale, mais qui pourront vraiment créer des zones où ils pourront mettre par exemple examen du tympan gauche, examen du tympan droit ou examen abdominal, etc. Tous des champs différents qui pourront se compléter et en faire pour construire une lettre. Alors en attendant, nous utilisons le module SOAP. Et on n'est jamais obligé de compléter toutes les cases naturellement. Mais si je prends un exemple ici, je vais taper la toux. Directement, on me propose différents types de toux. Je vais prendre une toux grasse. Je ne suis jamais obligé d'aller dans les listes proposées. Je peux noter, par exemple, que le patient tousse beaucoup et je peux noter ça en texte libre comme ça. Rien n'interdit d'utiliser du texte libre. L'anamnèse, c'est, voilà, l'anamnèse, il tousse la nuit, etc. Et ça, vous tapez votre anamnèse. Même chose pour l'examen clinique, vous tapez votre examen clinique. On facilite l'action de l'encodage par ce qu'on appelle des mots-clés. Je prends un exemple, je vais taper LAS, et voilà, j'ai le signe de la SEG est négatif. C'est un petit mot-clé que j'ai créé. C'est un petit mot-clé tout simple, naturellement rien à voir avec la toux. Enfin bon. Je tape ici AUS et je vais retrouver une auscultation pulmonaire normale ou avec des crépitants, etc. Et donc là, c'est de cette façon-là qu'on peut créer, parce qu'il y avait une question qui m'avait été posée, c'est de cette façon-là qu'on peut créer des canevas types. Je vais vous montrer comment faire très rapidement. Vous allez ici dans les outils, et là, vous allez aller dans les mots-clés. Moi, j'ai déjà créé toute une série de mots-clés. Je vais prendre un exemple. Je vais taper GRI pour grippe, par exemple, pour moi me rappeler. Syndrome grippal, par exemple. Je clique sur le bouton « Ajouter un mot-clé » et là, j'ai mon champ où je peux faire de l'encodage. Par exemple, je vais taper auscultation, double point. Je vais taper ORL, enfin oreille, gorge, ganglion, etc. Je note mon canevas de consultation. Conclusion, voilà, je note mon canevas de consultation. Canevas de consultation qui peut être du plus simple ou plus compliqué naturellement. Et j'ai créé mon petit mot-clé qui s'appelle GRI. Maintenant, dans le dossier de mon patient, supposons que j'ai un syndrome grippal, je vais utiliser mon petit mot-clé, je vais taper GRI, je le clique dessus, et j'ai mon petit canevas de consultation. Voilà. Donc c'est tout simple, mais vous pouvez créer des canevas de consultation hyper complets si vous voulez. Par exemple, je pense que j'en ai un ici. Voilà, par exemple, pour les spécialistes, on peut créer des protocoles, par exemple. Un protocole d'échographie abdominale,
et boum, on peut avoir directement, oui, mais si j'ai que du texte derrière, mais on peut créer autant de mots-clés que vous voulez via le bouton Outils, mots-clés. Voilà, le petit mot-clé grippe que je viens de créer, il était là. Vous pouvez créer hyperréactivité bronchique, etc. Vous voyez, vous créez un peu comme vous voulez. Ça, ce sont des mots-clés simples. Et là, vous avez des mots-clés avec arborescence que vous pouvez créer également à l'infini. Et je pense qu'en tout cas, avant que ces templates, donc que ces canevas de consultation arrivent d'ici l'automne, vous pouvez créer une dizaine de petites consultations type. Par exemple, quelqu'un qui vient pour un mal de dos va pouvoir avoir un examen clinique standard du mal de dos, du mal de nuque, du mal d'épaule, du mal de genou, etc., etc. Donc ici, je continue. Je vais remettre mon auscultation pulmonaire. On va dire qu'il y avait des crépitants à la base droite. Donc ça, c'est l'encodage en texte libre. Ensuite, ici, vous avez un petit plus qui vous permet d'encoder d'autres items dans le champ objectif. Le premier est la biométrie. Donc ici, quand on encode une biométrie, on va toujours retrouver les anciennes biométries ainsi qu'un graphe. Naturellement, ici, c'est un nouveau patient, donc j'ai rien du tout. Donc moi, je vais encoder sa tension, 120/80. Vous pouvez même mettre une petite note couché assis, par exemple. Et via la touche tabulation du clavier, vous pouvez passer au pouls, vous pouvez passer à la saturation, vous pouvez passer au poids, etc., etc., etc. Vous pouvez passer très facilement de l'un à l'autre. Quand vous avez fini, enregistrez, et nous avons enregistré ces choses-là. Pour vous montrer, je vais ouvrir le deuxième dossier d'un patient. Quelqu'un me parlait de courbe de croissance. Donc, par exemple, chez ce petit patient-là, quand je vais cliquer sur le plus biométrie ou cliquer sur le haut, ici c'est un petit raccourci qui évite un clic, je vais retrouver aussi, justement, non. Par exemple, dans le poids, vous voyez qu'il y a des poids et des tailles qui ont été encodés. J'ai un petit souci justement avec mon programme test ici. J'ai pas les poids. Normalement, vous devriez voir les courbes de croissance. Attendez, je vais voir si j'ai pas quelqu'un d'autre. Voilà. Je vais ouvrir le dossier de cette patiente. Et je vais aller directement dans son consultation et de cliquer sur le bouton haut. Et là, vous voyez, quand j'ai fait une prise de tension, par exemple, oui, j'ai un problème. Oh, voilà, ça arrive. J'affiche toujours le graphe des tensions précédentes. Bon, ici, il y a beaucoup de données, c'est pas très, très lisible. Vous pouvez afficher le poids. Vous voyez, quand j'affiche le poids, j'affiche ainsi un graphe, j'affiche la taille, etc. Quand on a affaire à un enfant de moins de 18 ans, on affiche par défaut les courbes de croissance. Ces courbes de croissance sont occupées d'être retravaillées et le seront dans une mise à jour du mois de juillet pour permettre d'afficher les courbes de croissance en plein écran et les imprimer. Ce sera beaucoup plus lisible actuellement. Mais actuellement, elles sont visibles. Je ne sais pas pourquoi je ne les vois pas ici. Je devrais les voir, mais je ne les vois pas. Un petit ennui, c'est pas grave. Mais donc voilà, pour les courbes de croissance, nous devons encore y travailler, mais c'est en bonne voie. Frédéric, la question pour les courbes de croissance, c'était comment corriger, parce que quand on encode, par exemple, quand on oublie de mettre une virgule ou un point, apparemment, ce n'est pas facilement corrigeable. Oui, alors, ça, c'est quelque chose qui doit être corrigé ici aussi dans cette mise à jour du mois de juillet. À côté du bouton de la tension ici, vous allez avoir une petite poubelle et vous pourrez supprimer une valeur qui a été mal encodée il y a 10 ans, par exemple, et qui fait que le graphique ne ressemble plus à rien. Voilà, ça, vous aurez dans la mise à jour du mois de juillet. Vous pouvez déjà le faire maintenant en disant, par exemple, tiens, oui, je vois que c'était le 31/5/2012, par exemple, que j'avais encodé quelque chose de faux. Et là, vous pourrez à ce moment-là rechercher un rapport du 31/5/2012 et dire, tiens, je vais modifier ce dossier-là, je vais aller là, je vais cliquer sur modifier et je vais supprimer sa biologie. Vous pouvez déjà le faire comme ça actuellement. Hein. Vous supprimez une biologie qui est mal encodé, mais dans la prochaine mise à jour, vous aurez une petite poubelle à côté de la biométrie, ce sera quand même beaucoup plus facile. Merci. Et en cliquant sur enregistrer, naturellement, la courbe de croissance va immédiatement se corriger puisqu'on a effacé une erreur d'encodage. D'accord. Et Dominique te rappelle qu'avant de parler des erreurs d'encodage et comment les corriger, il faut parler de comment encoder, notamment les vaccins. Je vais y arriver.
Voilà, merci. Donc ici, je termine ma consultation. Donc, j'ai une toux grasse, etc., etc. Je veux maintenant mettre un diagnostic. Je ne suis pas obligé, naturellement, mais je vais taper bronchite et je veux retrouver, par exemple, directement ma bronchite dedans. Je peux aussi mettre du texte libre. Hein. Je pourrais mettre bronchite, 2 points d'interrogation, par exemple. Je mets un diagnostic. Ce diagnostic, par défaut, est un diagnostic non relevant, c'est-à-dire non important. Il ne va jamais arriver dans la partie gauche ici, parce que c'est quelque chose qu'on considère comme non important. Si par contre, vous avez fait un diagnostic qui paraît plus important, et par exemple, j'ai envie de chercher une pneumonie atypique, par exemple, vous savez que le patient va souffrir de ça pendant 3 mois, c'est pas toujours facile de rechercher dans les pneumonies, dans les dizaines et dizaines ou les centaines de termes qui sont présentés. Une bonne façon de rechercher un mot, c'est de taper 3-4 lettres, faire un petit espace et de taper un deuxième mot-clé, par exemple ATY pour atypique, et vous allez retrouver tout de suite votre pneumonie atypique. Même chose pour le diabète, vous tapez diab et puis vous tapez 2, par exemple, vous aurez le diabète de type 2 qui va afficher directement. Voilà, donc j'ai trouvé une pneumonie atypique. Je peux même cette fois-ci dire que c'est un problème de santé. On a un petit bouton ici qui peut dire que je peux créer depuis ma consultation le problème de santé ici de ma pneumonie atypique à la date d'aujourd'hui. Je fais ajouter, enfin bon, ça c'est un détail, et je vais rajouter ma pneumonie atypique directement là. Maintenant, dans le P c'est le plan d'action. Dans le plan d'action, il y a toute une série de choses. Voilà. La première des choses, c'est la prescription. La prescription, c'est le module de base de données de médicaments qu'on a maintenant, qu'on est occupé de refondre entièrement, qui sera proposé à la fin du mois de septembre avec la base de médicaments SAM-V2. Par exemple, dans ce module de traitement, c'est un patient qui avait de l'hypertension. Je dis, tiens, qu'est-ce que vous prenez pour l'hypertension? Ben, il va dire, je prends du Cosar, par exemple. Je prends du Cosar Plus. Je prends un comprimé le matin de Cosar Plus. Je vais cliquer sur chronique parce que j'enlève la date de fin. C'est un médicament qui va prendre logiquement ad vitam aeternam. Et alors, vous lui demandez, tiens, vous ajoutez ce traitement. Est-ce qu'il vous faut une ordonnance? Oui, non. Il va dire, non, je n'ai pas besoin d'ordonnance, j'en ai encore assez. Mais là, vous ajoutez simplement ce traitement dans sa liste de traitements chroniques. Voilà, vous voyez, il est lié à la pneumonie atypique puisque je l'avais lié à ça au départ. Maintenant, c'est vrai que j'aurais pu le lier, ça n'a aucun sens de mettre avec la pneumonie atypique, mais ça c'est un détail, je ne vais pas en parler maintenant. Le patient avait aussi de psoriasis, il met régulièrement de l'Elocom en crème de façon chronique, il met ça une fois le soir. J'ajoute le traitement, tiens, il lui fallait une ordonnance, il n'y en avait justement plus, donc j'ai rajouté l'Elocom et le Cosar. Par contre, maintenant, pour sa pneumonie atypique, vous avez envie de lui donner, vous allez donner de la clarithromycine par exemple. Donc la clarithromycine, hop là, où est-ce qu'elle est? Voilà, la clarithromycine ici, 500, vous allez donner ça un le matin, un le soir. Vous voyez, la durée est calculée parce qu'on sait qu'il y a 14 comprimés dans la boîte. Vous avez envie de donner ça, par exemple, pendant 3 semaines, vous prescrivez 3 boîtes. Donc vous avez prescrit 3 boîtes de clarithromycine. Systématiquement, nous mettons le prix payé par le patient. Le patient n'est pas BIM, donc le prix est de 8,34 la boîte. Si le patient était BIM, le prix ne serait que 2 € quelque chose. Si je clique sur CBIP, j'affiche la clarithromycine sans dose sur le site du CBIP pour avoir plus de détails au niveau de la notice, par exemple. Je clique maintenant sur Ajouter ce traitement et vous voyez, j'ai mes 3 ordonnances qui ont été faites, clarithromycine 1, 2, 3 avec mon Elocom. Je veux aussi lui donner, par exemple, de l'acétylcystéine. Voilà, un comprimé le matin. Il va le prendre pendant 10 jours et je l'ajoute. Vous voyez les traitements aigus. Ici, les traitements aigus. Ce sont ces 2 traitements, clarithromycine pendant 21 jours et l'acétylcystéine pendant 10 jours, donc jusqu'au 22 du 6 ou jusqu'au 3 du 7. Maintenant, mon ordonnance est prête à être imprimée. Il faut savoir que quand vous êtes occupé de faire une ordonnance, vous pouvez toujours bouger un peu cette fenêtre. Si un patient vous téléphone, vous pouvez aller dans son dossier et lui faire une ordonnance, faire quoi que ce soit, aller voyager dans le dossier des patients, aller ouvrir un autre dossier de patient par exemple,
lui donner un résultat de labo ou quoi que ce soit. Donc, on n'est jamais limité à un dossier de patient. Ça ne sert à rien d'avoir 10 dossiers de patients ouverts en même temps parce que ça consomme quand même de la mémoire. Mais, vous voyez, vous pouvez les fermer comme ça. Et maintenant, quand vous avez terminé avec ce patient, monsieur Dedur, vous retournez dans le patient ici, et là, vous allez retrouver votre ordonnance en cours de réalisation. Donc là, vous allez cliquer sur le bouton « Imprimer ». Quand je vais cliquer sur le bouton « Imprimer », je vais envoyer ça sur les serveurs de RSIP, donc de prescription électronique, et ça va sortir à l'imprimante. Vous pouvez naturellement faire autrement, cliquer sur le bouton « Envoi par email ». Quand je clique sur « Envoi par email », je vais faire mon ordonnance et l'envoyer par email au patient. J'avais une question qui avait été demandée, c'était comment dater l'ordonnance à une autre date. C'est ici la date de fin d'exécution, mais ça, c'est pas encore actif dans RSIP. Nous devons attendre le mois de septembre, le 1er septembre, je pense. Ce sera actif dans RSIP et là, vous pourrez changer la date de fin d'exécution jusqu'à 1 an maximum. Mais actuellement, ce n'est pas autorisé encore. C'était autorisé avant, puis ça a été supprimé en début d'année et ce n'est pas encore actif au niveau de RSIP. Quelqu'un me demandait aussi, avant d'envoyer mon ordonnance, comment est-ce qu'on peut prescrire une magistrale. Pour prescrire une magistrale, il suffit d'aller dans les magistrales personnelles ici, de taper le nom de votre magistrale, par exemple du carbonate calcique. Vous pouvez même la modifier ici, par exemple, tiens, le patient préfère prendre des gélules d'1,5 g et vous l'ajoutez au traitement. Je vais montrer tantôt comment faire pour créer une magistrale ou la supprimer. Quelqu'un me disait dans les questions que quand il y a plus que 4 médicaments, ça pose des problèmes. Moi, j'ai jamais eu le cas. Donc, vous pouvez mettre 5 médicaments maximum par ordonnance. Dès que vous arrivez au nombre de 5, on passe automatiquement à l'ordonnance suivante. Voilà. Quelqu'un demande ici comment represcrire un médicament dans l'historique, mais qui n'est pas dans le traitement chronique. À ce moment-là, on a la possibilité ici, on a l'historique des traitements. On a l'historique des ordonnances. Il y aura, mais ça, ce sera aussi pour la fin du mois de septembre. Il n'y en a pas encore, je n'en ai pas fait. Pour la fin du mois de septembre, il y aura aussi un petit bouton où on pourra represcrire une ordonnance entièrement ou un médicament d'une ordonnance. Mais ça, c'est prévu avec la nouvelle base SAM-V2 qu'on aura fin septembre. Actuellement, on ne sait pas encore le faire. Okay. Donc là, il faut le rechercher dans la liste à ce moment-là. Et comment envoyer l'ordonnance par mail? Alors, comment envoyer l'ordonnance par mail? J'y suis. Donc, je clique ici sur le bouton plus email. Voilà. Donc maintenant, il faut naturellement que le patient ait un email dans sa fiche. Vous voyez, j'ai envoyé la prescription à RSIP. Il y a un petit numéro qui s'est mis là derrière. Et vous voyez ici, mes 3 ordonnances sont ici en PDF, sont jointes. J'ai un petit mot qui dit bonjour, voici votre truc, le sujet. Et il suffit de mettre l'email du destinataire. Vous voyez, moi, j'avais pas mis mon email dans ma fiche, donc ici naturellement il ne va pas partir, donc je peux encore le taper manuellement. Je vais le taper manuellement parce que j'avais oublié de le mettre dans ma fiche. Comme voilà. Quand j'ai mis mon adresse email, hop, le bouton se dégrise ici, je clique dessus et l'email est envoyé au patient. Voilà, l'email est parti et lui le reçoit immédiatement. Et alors, avec cet email, soit il imprime, soit il montre sur son smartphone le code à scanner à la pharmacie. Voilà, on a une question orale ici, même 2. On peut prendre 2 minutes pour y répondre peut-être. Donc, Philippe, vous pouvez poser votre question. Philippe Delpierre. Oui, voilà. C'est parce que c'est pour les envois par mail. Oui. Donc, parfois, ça ne passe pas, les patients ne les reçoivent pas. Et donc, j'aurais bien voulu est-ce qu'on ne sait pas voir que ça a bien été envoyé? Non, on ne sait pas le voir. Nous, notre serveur nous signale qu'il y a parfois de temps en temps, mais c'est moins d'1% des cas, des non-distributions. On ne sait pas très bien pour quelles raisons. Oui. Maintenant, la plupart du temps, ce sont des ordonnances qui passent dans les spams chez les patients. Ça passe parce que c'est envoyé via un serveur, c'est un moyen automatique d'envoyer. Et il y a parfois certaines boîtes mail qui disent « Ah, c'est envoyé par un serveur, machin chaud, je considère comme un spam ». Donc là, ils doivent accepter cet envoi. Donc ça ne se verra pas dans notre boîte d'envoi de messages? Non, nous on ne le voit pas dans notre boîte d'envoi de messages. Ce n'est pas envoyé par votre boîte d'envoi. Okay. C'est envoyé directement par Medispring.
comprends bien. Et j'en profite pour dire que si le patient veut répondre ou à une question par rapport à votre prescription, il ne peut pas répondre à cette boîte d'envoi parce que ça ne vous parvient pas. Donc, il faut absolument, si le patient a une question, qu'il vous envoie ça sur votre email, mais pas qu'il fasse répondre à cette prescription. La prescription, de toute façon, est envoyée avec l'émetteur, c'est noreply@medispring.be. Donc, l'adresse le dit bien qu'on ne peut pas répondre. Mais il y a des personnes qui répondent quand même et donc, du coup, le médecin ne peut pas leur répondre. Voilà. Oui, bien sûr. OK. Mais oui. Voilà. Alors, Eric a encore une question pour nous. Allez-y, Eric, mais activez votre micro. Voilà, c'est fait. Donc, pour, par exemple, les certificats qu'on peut envoyer par email. Je vais y arriver, hein, je ne suis pas encore arrivé à cette partie-là. Ouais, non, je sais, mais c'est parce que c'est parce qu'on parle des envois par email. Les certificats ne sont pas signés par email. Non, mais justement, mais ça a été admis, ça a été autorisé par l'Ordre des médecins et par l'INAMI. Ce sont des certificats comme le certificat de mise en quarantaine, par exemple, où il est bien marqué signature facultative. Et il y a le numéro d'enregistrement sur le moniteur belge, sur ce certificat. Et à contrario, pour les examens, par exemple, un protocole de radio, d'analyse de sang que le patient voudrait recevoir, on ne sait pas l'envoyer par mail. Si, vous pouvez l'envoyer par mail de cette façon-là. Regardez, je vais vous montrer. Ouais. Je vais vous montrer. Dans la fiche du patient d'abord, ici dans son adresse, je vais cliquer sur Nouveau télécom et je vais ajouter email. J'ai déjà rajouté son mail. Oui, j'ai fait ça. Voilà, je modifie. Quand j'ai modifié, vous voyez son mail qui apparaît là directement. Okay. Ouais. Donc, si je clique dessus, maintenant, clac, moi je vais ouvrir ma boîte mail, hop, et pouvoir envoyer par ma boîte mail. Alors, ce que vous pouvez faire, quand vous avez ici un protocole qui est là, il y a un petit bouton de téléchargement juste à côté, vous voyez ? Ouais. Téléchargement, et là, il va vous demander, vous l'enregistrez dans mes téléchargements, par exemple. Hop, il est enregistré. Okay. Même chose pour la mail, etc., etc. Et là, vous envoyez un mail au patient et vous mettez en pièce jointe. Génial. Voilà. Même chose, on posait la question tantôt, les patients qui disent « Je n'ai pas reçu mon ordonnance par mail, ça ne va pas, pourquoi il y a un blocage, j'arrive pas, je ne sais pas comment gérer mes spams ». Il y a moyen de faire autrement. Regardez, quand vous aurez clôturé votre consultation, je vais la clôturer, je vais la réouvrir après. Quand vous aurez clôturé votre consultation, quand je clique sur ici dessus, je vais retrouver mon ordonnance qui est là en PDF. Je peux également la télécharger dans mes documents n'importe où. Vous voyez, bien marqué le nom ordonnance 1 ou 2. Et là, vous pouvez à nouveau envoyer un mail classique à votre patient avec cette ordonnance en PDF dedans. Si jamais il ne l'avait pas reçu par la voie du serveur de Medispring, il y a encore la moyen manuel, on va dire. Voilà, donc ici, je ne sais pas si pour les... Ah oui, pardon, dans le module de médication, donc il y avait une question qui a été demandée, comment créer ou supprimer, etc., des magistrales. Donc pour les magistrales, c'est toujours dans les outils aussi, il y a plein de choses dans les outils. Vous allez retrouver des magistrales, et là, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Vous pouvez, par exemple, créer vous-même des classes, tant que vous voulez, par exemple ici, dermatologie. Vous mettez le nom de la magistrale, vous mettez pommade prurite par exemple, vous mettez la composition sulfate 2, enfin je ne vais pas mettre toutes les choses, vous mettez ce que vous voulez dans la composition. Pour faire une pommade, vous mettez par exemple ici, je veux 100 grammes, voilà, et vous pouvez mettre une application le soir au coucher, et vous l'enregistrez. Et directement, votre pommade prurite, elle est là, a été enregistrée, et vous pourrez l'utiliser dans votre Medispring. Donc, on peut retrouver, il y a un petit bouton pour retrouver les magistrales, et vous voyez qu'elles sont bien classées par classe ici. Il n'y a pas encore de bouton pour supprimer une magistrale, je ne sais pas pourquoi on n'a pas encore fait ça, mais c'est prévu très prochainement. Et une fois que votre pommade prurite a été faite, dans votre consultation, naturellement, vous pouvez la prescrire. Donc, c'est pendant la consultation, vous basculez sur les outils, puis vous revenez à votre consultation, aussi bien pour créer un mot-clé que pour créer une magistrale. Je vais continuer mon petit bonhomme de chemin, parce que le temps passe quand même. Et vous voyez, on a fait une prescription, on va faire une incapacité de travail maintenant. Donc, par défaut, on a l'incapacité de travail générique pour l'employeur.
vous cochez le motif, vous mettez le nombre de jours ici et vous l'imprimez ou vous l'envoyez par mail. Bon, par Yesbox, c'est pour plus tard, c'est sur la e-box citoyen, ou simplement l'enregistrer. Vous avez deux possibilités ici, c'est de faire un certificat Dixit, qui est un certificat qui dit je sous-signais avoir entendu monsieur untel qui me dit avoir été malade de tel jour à tel jour. Voilà, c'est un certificat où souvent ça arrive souvent pour les écoliers où le directeur demande un certificat il y a 2 mois parce qu'il a fait une gastro, le parent ne l'a pas mis à l'école. Vous faites un certificat Dixit, sinon c'est un certificat qui dit je sous-signais avoir interrogé et examiné, ce qui est faux naturellement. Même chose, il y a des certificats de téléconsultation pour le Covid-19, simplement cochez ça et vous pourrez envoyer votre certificat par mail au patient directement. Quand c'est pour les certificats de mise en quarantaine, ça c'est dans les documents, ça je vais vous expliquer tantôt. Et alors ici, quand vous devez faire un certificat pour le médecin conseil aussi, vous cochez générique plus médecin conseil, donc on a la même info. Et naturellement, ici, vous devez choisir s'il est employé, salaire au chômeur, etc. Le diagnostic de votre consultation se place directement dans cette partie-là pour le médecin conseil et vous l'envoyez par email, vous l'imprimez. Moi, je vais l'enregistrer tout simplement. Voilà. Et sur la gauche, ici, vous avez toujours la liste de vos anciens certificats. Donc ici, vous voyez que j'ai l'incapacité de travail classique, l'incapacité de travail pour médecin conseil. Et c'est donc ici, je ne vais pas passer tout en revue, mais c'est donc ici que vous ferez une demande de kiné, une demande d'infi, une demande de radio, etc., etc. Juste passer en revue le vaccin. C'est naturellement pas lors d'une pneumonie atypique que je vais faire un vaccin. Mais quand je clique sur vaccin, il n'y a aucun vaccin dans le dossier du patient. Mais moi, je peux choisir un vaccin. Par exemple, je tape le nom, toujours le nom commercial. Je vais trouver le Boostrix ici. Le vaccin a été fait, par exemple, le patient me dit « oui, j'ai fait ce vaccin en 2019, par exemple, le 3 janvier 2019, voilà. » Et moi, je peux directement là demander un petit rappel dans 10 ans, par exemple. Quand je clique sur « enregistrer », donc j'ai bien j'ai pas choisi le Boostrix, pardon. Hop, voilà, le Boostrix, il est là, rappel dans 10 ans. Quand je clique sur « enregistrer », donc, le vaccin a bien été enregistré ici dans la consultation. Le rappel a été enregistré ici. Et maintenant, vous voyez dans le vaccin qu'il y a 3 vaccins qui ont été faits. Il y en a naturellement qu'un, mais nous avons décidé chez Medispring de regrouper les vaccins par pathologie. Donc, on a vacciné le patient contre la coqueluche à telle date, on l'a vacciné contre le tétanos à telle date et contre la diphtérie à telle date. Naturellement, c'est le même vaccin commercial. Et alors là, vous avez toutes les doses qui peuvent arriver, première dose, deuxième dose, rappel, etc. C'est comme ça que vous créez des vaccins. Même par exemple, un pédiatre ou un médecin généraliste qui veut encoder X vaccins, toute une carte de vaccination, par exemple, il suffit de recommencer l'opération, de retourner sur vaccin et de dire, par exemple, tiens, voilà, ça c'est le premier vaccin qui a été fait. Maintenant, il a fait un deuxième vaccin contre la fièvre jaune, par exemple, le Stamaril, qu'il avait fait en 1998, mais voilà, je l'enregistre, etc. Je peux comme ça compléter sa carte de vaccination, mais chaque fois en recréant une nouvelle entrée de vaccin. Et le bouton « Supprimer un vaccin » arrivera prochainement. On a une question ici pour un vaccin qui n'existe plus, pour l'encoder. Alors, un vaccin qui n'existe plus, vous faites comme ceci. Vous tapez, vous allez dans les vaccins. Le patient dit qu'il a été vacciné contre le T-Vax. Il n'existe plus, vous le sélectionnez. C'est du texte libre. C'est du texte libre. Par exemple, c'est un vaccin qui a été fait le 1 du 1 en 1988, par exemple. Voilà, le T-Vax. Je l'enregistre et dans Medispring, on va me mettre que c'est dans la classification autres vaccins. Vous voyez, on voit ici fièvre jaune, la maladie a été reprise. Comme c'est du texte libre, là, nous, on ne sait pas le déterminer, on l'a mis dans autres vaccins. Mais là, vous pouvez vraiment taper du texte libre ce que vous voulez. Vraiment le nom d'un vaccin, ça paraît plus logique. Parfait. On a une question orale, si tu veux bien, Frédéric. Donc, oui. Je vais activer. Voilà. Ok, Philippe, vous pouvez y aller. Oui, moi, je reviens un peu en marche arrière avec les magistrales. Oui. La magistrale, une fois qu'on l'a créée dans les petits outils-là, il faut sortir du patient pour la prescrire. On ne sait pas la prescrire tout de suite. Oui, c'est un bug. Je
Je pense, mais je ne peux pas donner ma main à couper, je pense que ça a été corrigé dans cette version-ci qui va arriver le 16 juin, la semaine Parce que prochaine. pour l'instant, ça ne marche pas. Oui, il faut sortir de MediSpring, c'est un peu con. Mais je pense que ça a été corrigé. C'est un bug qui avait été un peu mis sur le côté, etc. Mais je pense que c'est fait. Si ce n'est pas fait, on a ça en tête, c'est que ça a été... Ça va, super, parfait, c'est tout. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et donc, on a une question aussi pour éditer une carte de vaccination. Alors, pour éditer la carte de vaccination, donc vous allez ici, soit on n'est pas obligé d'être dans une consultation, hein, vous voyez, à côté de vaccin, je peux cliquer sur le petit plus à côté, et là, je peux imprimer l'historique. C'est là. Imprimer l'historique, et là, ça va partir sur l'imprimante à ce moment-là. La liste des vaccins qui va être présentée comme ceci, qui va exactement être présentée comme ceci, va se mettre sur l'imprimante. Voilà. Dans un deuxième temps, mais là, à mon avis, ce sera prévu pour l'année prochaine, nous allons changer notre module de vaccination et faire sous forme de tableau. On pourra cliquer dans des cases, un peu comme ici, comme le calendrier de vaccination. On pourra dire, tiens, je décide un nourrisson à 16 semaines de faire le vaccin, l'hexavalent. Je vais cliquer dans cette case et directement le vaccin sera fait. Mais ça, c'est une option pour début de l'année prochaine. Parfait. Ici, au niveau du timing, je vois qu'on est en train de le dépasser un petit peu. Oui. Je voulais juste savoir, Philippe, si tu avais des choses à présenter pour qu'on puisse le prévoir, et sachant que de toute façon, pour tous les participants qui nous écoutent, c'est enregistré. Hein, donc, voilà. Non, Isabelle, je n'ai pas de présentation spécifique. Ici, moi, je viens en appui pour la présentation MediSpring, il n'y a pas de souci. Donc, on se donne encore une dizaine de minutes, Frédéric. Oui, ce que je vais vite faire, c'est montrer un dernier point de la consultation, et puis on va partir vers la facturation, parce que c'est un point important de la consultation aussi. Dernière chose, ici, quand vous êtes toujours dans le plus, le plan d'action, vous dites ce patient, il a une pneumonie atypique, je ne suis pas trop sûr de moi, j'ai envie de l'envoyer chez un spécialiste. Vous avez un bouton document qui est là. Un bouton document avec plein de documents qui sont mis par défaut. Si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur dans tous ces documents-là, ou bien que vous dites oh, ils ne sont pas beaux, ils ne ressemblent à rien, etc., nous avons une fonction depuis maintenant la mise à jour précédente, toujours dans les outils, dans les documents types, vous avez la possibilité d'importer des documents types. Voici, ça ce sont tous les documents types qui existent. Il y en a 93. Donc, vous pouvez regarder, il y en a vraiment toute une série. Et c'est là-dedans qu'on va retrouver le fameux certificat de quarantaine aussi. Et là, vous pourrez, comme ici, il est là, et là, vous pourrez choisir le document type que vous voulez. Par exemple, un avis pour un confrère avec un petit logo. Par exemple, tiens, ça ressemble à quoi son truc? Vous pouvez voir ici, ça ressemble à ça, c'est pas vilain. Je vais le prendre, je le sélectionne et je mets importer les documents sélectionnés. Clac, c'est importé. Il va se trouver dans le dossier, dans ma liste de documents type. Donc maintenant, je reviens dans ma consultation. Je fais un petit plus. Je vais faire un document. Je vais chercher mon avis confrère plus logo qui est là. Voilà. Et le document est complété automatiquement avec le contenu de la consultation, ses problèmes de santé, ses antécédents, etc., etc. Tout est bien repris dedans, son traitement chronique. Il ne vous reste plus qu'à taper. Pourriez-vous examiner pour la raison suivante le motif. Et alors ici, l'adresse, ce sera aussi pour la mise à jour prochaine. Elle va pouvoir se mettre automatiquement en fonction d'une adresse choisie dans le carnet d'adresse. Ce n'est pas encore fait pour l'instant. Et là, vous pourrez l'imprimer naturellement. Vous pourrez l'enregistrer, l'envoyer par email à un médecin spécialiste, l'envoyer par la eHealthBox à un médecin spécialiste et l'envoyer sur le hub. C'est surtout pour les spécialistes qui créent leur courrier et veulent l'envoyer sur le hub. Ou pour les médecins généralistes aussi qui ont fait un résumé du dossier du patient avec des choses importantes, par exemple pour un suivi Covid et qui veulent l'envoyer sur le hub. C'est très simple, un clic. Et c'est envoyé sur le hub et ça va se trouver dans la liste. Voilà, c'est envoyé sur le hub et le document que j'ai créé, il va directement se retrouver, si je vais dans les hubs, il va directement se trouver dans la partie autre ici, il va se trouver avec le document, oui, voilà, il n'a pas encore été rafraîchi, mais il va se trouver directement, non, il est là, voilà, il est là, celui que moi je viens d'envoyer, il est là, voilà. Donc, Frédéric, tu peux te servir de cette fonctionnalité-là pour des lettres d'entrée à l'hôpital? Oui, aussi. C'est vrai. Parce que les lettres d'entrée à l'hôpital, c'est tout à fait vrai. Les lettres d'entrée à l'hôpital, d'habitude, on fait un document au patient qu'on remet au patient en papier. Parce qu'on sait bien que si on envoie par la eHealthBox à l'hôpital, c'est jamais lu. Non. Si on envoie par email, ce ne sera pas arrivé à temps. À ce moment-là, votre lettre que vous avez faite pour le médecin spécialiste, vous le publiez sur le réseau de santé wallon. Et là, le médecin spécialiste ou bruxellois, et là, le médecin spécialiste, c'est un accès direct.
un accès direct. Vous dites au patient, demandez au spécialiste de consulter les hubs, et il a directement le dossier. Quel avantage d'être mis dans son dossier? Donc, ce n'est pas un papier qu'il faut encore scanner ou intégrer dans un dossier quelconque. Frédéric, dans les prescriptions, on a pour le chapitre 4, comment faire une prolongation de BF si ce n'est pas le médecin en question qui a fait la première demande. Alors, pour les chapitres 4, je vais revenir ici dans le module de prescription. Je n'ai pas parlé de tout, parce que sinon, il faudrait encore beaucoup plus de temps. Donc ici, on a un chapitre 4 qui est là. Vous voyez, c'est un nouveau patient. Je n'ai aucune demande d'accord de médecin conseil. Je vais cliquer sur le bouton « Consulter ». Et là, maintenant, je vais récupérer toutes mes demandes de médecin conseil qui ont été faites. Qui ont été faites par moi-même ou par les autres médecins. Ça peut être demandé par son ancien médecin traitant, comme ici. Par exemple, j'ai une demande d'algostase, là, il n'y a pas de prolongation malheureusement. Mais si j'avais une demande de Xarelto, par exemple, faite par son ancien médecin traitant, qu'est-ce que je fais pour faire une prolongation? Je clique dessus, simplement. Et alors, il y a le module de prolongation qui va arriver, où on va vous demander, tiens, pourquoi vous demandez une prolongation? Parce que dans ce cas-ci, pour de la douleur chronique, par exemple. Et vous cliquez sur le bouton prolongation. Ici, ce n'est pas le cas parce que dans le paracétamol, il n'y a pas de prolongation, mais vous allez cliquer sur le bouton prolongation et éventuellement ajouter des annexes et l'envoyer, ce sera envoyé directement. Mais donc, ce n'est pas, c'est vraiment le bouton consulter qui vous permet de récupérer toutes les infos de chapitre 4 qui sont dans le dossier du patient, toujours par le certificat IELTS via la e-santé. Voilà. J'ai donc terminé avec ma consultation. Je vais cliquer sur le bouton enregistrer parce que je l'avais modifié. Sinon, c'est le bouton clôturer. Mais enfin bon, ça, c'est un tout petit détail. Et alors, pour terminer ici la formation, je vais juste vous montrer la facturation. Ça va aller vite. J'ai bien ma connexion IELTS ici. Je clique sur le petit euro. Je vais ouvrir le module de facturation. Ce module de facturation va toujours garder en mémoire les anciens codes que vous avez déjà utilisés. Si jamais c'est vide, c'est la première fois que vous l'utilisez, bien naturellement, vous recherchez le code en le tapant une seule fois, vous allez le trouver, il va le garder en mémoire. Puisque moi, il est gardé en mémoire, je fais un clic dessus, il apparaît là. Je fais éventuellement un clic pour un acte technique. Si jamais c'était une nuit, un week-end, vous cochez nuit ou week-end et vous faites suivant. Quand vous faites suivant, vous avez directement le prix total que le patient va payer et à ce moment-là, vous lui demandez les 45,20 €. Vous pouvez, si vous le désirez, beaucoup de médecins font ça, tout acte technique, ils le facturent directement à la mutuelle. Alors vous décidez que pour l'ECG qui est là, vous cochez e-fact. Actuellement, ici, il était coché sur e-attest. E-attest, c'est quoi? C'est l'attestation électronique qui est envoyée en temps réel à la mutuelle et c'est bien le patient qui se fait rembourser, parce que c'est le patient qui vous paye en argent liquide ou banque contact, et le patient se fait rembourser dans les 48 heures. C'est vraiment de l'immédiat. Par contre, dans ce cas-ci, moi, je peux dire que mon électrocardiogramme, je vais l'envoyer par e-fact. Quand je veux, je vais le mettre en stock et je l'enverrai peut-être à la fin du mois aux mutuelles, comme si j'envoyais une attestation dans une enveloppe avec 10 attestations à la mutuelle socialiste, chrétienne, etc., etc. Quand j'ai fait ça, je vais cliquer sur « Consulter ITAR ». Je vais mettre les deux en e-fact pour moi parce que je ne peux pas envoyer du e-attest, sinon le patient, donc moi-même, serait remboursé directement. Donc ça, je ne peux pas faire naturellement. Quand je fais une consultation en e-fact, je suis obligé de donner une justification. Si c'était un patient BIM, par exemple, je ne dois même pas faire de justification puisque là, c'est obligatoire naturellement. Je suis obligé de consulter ITAR. Vous voyez, dans ce cas-ci, le patient va payer 8,76 € et la mutuelle va payer 36,44 €, va me payer, une fois que j'aurai envoyé ma facture, 36,44 €. Je peux demander un prix arrondi si je veux. Voilà, je demande 9 € de ticket modérateur au patient. Et là, c'est une facture qui sera envoyée plus tard aux mutuelles de 36,44 €. Je consulte ITAR, qui est un organisme qui contrôle les codes et les prix, voir si vous avez le droit de demander ce code. Si j'avais mis un code de coronarographie, par exemple, naturellement, en tant que médecin généraliste, c'est refusé, etc., etc. Si je me trompe dans un code ou un prix, ITAR va me le corriger immédiatement et je fais valider. Donc, si j'avais fait e-attest, ça part immédiatement à la mutuelle. Moi, je fais du e-fact. Je fais valider.
J'ai bien une demande. Le patient vous a-t-il bien payé 7 € en cash? Oui, il m'a payé 7 € en cash. Je confirme. Et donc voilà l'attestation que vous pouvez donner un justificatif au patient si vous voulez. Bien la preuve que le patient a payé 7 € et la mutuelle payera 38,44 €. C'est un justificatif qui sera prochainement envoyé dans la e-box citoyen, qui est demandé systématiquement par les patients qui travaillent à la communauté européenne. C'est la preuve de paiement. Donc c'est ça, avec ça qu'eux vont se faire rembourser par les assurances. Moi, je ne le fais pas systématiquement pour tous mes patients, mais logiquement, c'est obligatoire de donner ce reçu à tous les patients. Ensuite, je clique sur clôturer. J'ai fait, on a même la preuve ici dans l'onglet finances du patient, j'ai fait une attestation aujourd'hui et j'ai reçu 45,44 € au total. J'ai gagné 45,44 € aujourd'hui pour ce patient. Donc moi, j'ai fait pour ce patient du e-fact. E-attest, donc c'est vraiment de l'immédiat. C'est le patient qui vous paye en liquide ou en banque contact et il se fait rembourser par la mutuelle. E-fact, c'est une facture que je vais envoyer plus tard. Et pour envoyer cette facture plus tard, par exemple à la fin du mois de juin, je vais sur l'onglet facturation, je vais dans ici le petit onglet facture e-fact, les factures à envoyer, je vais retrouver toutes les factures à envoyer à la mutuelle ici. Il y en a qui ont le petit coin rouge parce que voilà, c'était les tests, etc. Je peux toutes les sélectionner. Elles sont toutes sélectionnées sauf celles qui avaient des croix, mais ça, je ne vais pas les corriger maintenant. Et j'ai un bouton envoyer vers e-fact. En un clic, je ne vais pas le faire non plus, sinon je vais être payé. En un clic, j'envoie vers la mutuelle 100, la 200, la 300, la 400, la 500, en fonction naturellement des attestations que j'avais. Ça va très vite, l'envoi est vraiment très rapide, et là, vous êtes payé sur votre compte, en général, dans les 7 jours. Ça va très vite également. Il y a des mutuelles qui payent même dans les 24 heures. Et là, on a toujours naturellement une possibilité de vérifier les envois, de vérifier ce qui a été envoyé, etc., ce qui a été envoyé réellement à la mutuelle, et de voir comment la mutuelle suit le paiement. Ça, c'est quelque chose de très facile. J'ai expliqué ça très rapidement maintenant parce que ce n'était pas vraiment le thème de la réunion, mais toujours, si vous allez dans le petit point d'interrogation qui est là, et vous allez sur voir la chaîne YouTube, vous allez, ici vous ne le voyez pas, vous allez arriver sur la chaîne YouTube, et là, il y a toute une série, il y a une vingtaine de vidéos, et là, vous pourrez visualiser ces vidéos, et il y a une vidéo qui s'appelle « La facturation électronique dans Medispring ». Petite vidéo de 10 minutes, un quart d'heure. Frédéric, en rapport avec les codes utilisés, il y a une question ici, si on peut renouveler ou demander un DMG avec un code 10 11 35. Non, parce que ici, vous le voyez très bien, ce code n'est pas présent là. Non. Mais à nouveau, quelqu'un me dit renouveler un DMG, ça se fait de façon automatique, il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire. Si le patient est en ordre de DMG, ça se fera tout seul. C'est uniquement dans le cas, soit le patient n'est plus venu pendant 2 ans et on n'a pas de trace dans son... il a perdu son droit au DMG, donc là, il faut en demander à nouveau. Soit c'est un nouveau patient. Mais les codes de suivi Covid, etc., ne rentrent pas dans le cadre du DMG. Non. D'accord. Et il y a quelqu'un qui demande d'aborder la facturation par les assistants. Alors, la facturation par les assistants. Donc, moi, je suis maître de stage. Donc, vous avez vu que maître de stage, soit je ne mets pas de deuxième compte, soit je mets mon propre compte. Je dis ça parce qu'il y a parfois des maisons médicales qui ont un compte commun pour les assistants, où tous les assistants là-dessus, ils rémunèrent les maîtres de stage au prorata de leur participation avec ça. Donc ça, il faut mettre éventuellement un autre compte. Et alors moi, si je suis assistant, si je mets 006, voilà, je suis 006, il va me demander de rechercher un maître de stage. Je vais retrouver un maître de stage et je fais modifier l'intervenant. Voilà, je suis considéré comme un assistant maintenant. Quand moi je vais faire une attestation, l'attestation, elle est faite par moi, sous l'autorité de mon maître de stage, qui est Binamé Dominique, qui peut encore être changé ici éventuellement. Voilà. Donc là, je fais mon attestation. Si c'est du e-attest, aucun problème, c'est envoyé directement en e-attest, le patient paye et voilà. Donc c'est fait. Par contre, si c'est du e-fact, je vais l'envoyer dans le cadre d'un e-fact. Je vais faire consulter ITAR.
Voilà, je fais valider. Voilà. Donc, je fais une attestation effect par l'assistant. Et maintenant, le maître de stage, lui, quand le maître de stage va se connecter, les envois effect des attestations sont toujours à faire par le maître de stage. Donc, on va se retrouver ici dans la facturation, dans les attestations à envoyer. Vous voyez, il y a un petit rappel ici pour que donc vous pouvez choisir éventuellement un autre compte. Vous voyez, ça, ce sont toutes les facturations des assistants. Si le maître de stage fait envoyer tout, clac, il fait ça, il va tout, par exemple, si c'est un maître de stage qui travaille tout seul avec un assistant, ça arrive forcément sur son propre compte, donc il va envoyer tout en vrac, il n'y a aucun problème. Par contre, ici, à côté d'assistant, moi j'ai un petit filtre, je peux faire un filtre, je vais demander que de ne voir les attestations de l'assistant, voilà, j'ai l'assistant, les attestations de l'assistant qui est là, et là je peux faire un envoi effect qui va aller sur le compte bancaire des assistants. Voilà. Donc ça, c'est si le maître de stage veut splitter les envois pour les assistants ou les envois pour les maîtres de stage. Ensuite, il fera son propre envoi en mettant mes effects à moi. Et là, il y aura uniquement sur mon compte bancaire, vous voyez, et là, il y aura uniquement ces attestations, il n'y a plus celles de l'assistant. Donc, l'assistant, je veux dire, c'est pas très compliqué. Du e-attest, il le fait immédiatement, sans problème, sous l'autorité de son maître de stage. Les envois e-fact, toujours faits par le maître de stage. C'est le maître de stage qui envoie les attestations. C'est le maître de stage qui touche l'argent. Et en fonction de comment est arrangé votre cabinet, l'argent va sur un compte commun pour les assistants ou l'argent va sur le compte bancaire du maître de stage. Voilà, voilà. Je ne sais pas si pour la facturation, il y a encore des questions. C'était le dernier thème, Frédéric? C'était le dernier thème, oui, parce qu'on a déjà bien débordé. Tout à fait. Donc, on va peut-être se dire qu'on pose encore 2 ou 3 questions avant de clôturer définitivement et de laisser partir tout le monde. Donc, dites vos questions en levant la main, ceux qui ont encore une question ou l'autre. Et j'ai répondu entre-temps à toutes les questions que je pouvais par écrit. Et pour les suggestions, ben, vous avez eu la réponse aussi, qu'on le notait bien en suggestion et on va analyser ça en détail dès demain. Voilà, mais je ne vois pas de main qui se lève, donc c'est que c'était super clair, Frédéric, merci. Une fois, 2 fois, 3 fois, pas de questions. Je pense que tout le monde a eu les réponses, donc c'est parfait. Un grand merci. Il y avait juste comme suggestion ici, je voyais, est-il envisageable de rajouter l'option envoi par email pour les examens radio-kiné infirmiers? Oui, c'est une demande que j'avais aussi, mais ça pose un petit problème sur la signature, parce que on ne peut jamais envoyer un document sans signature. Et avant de pouvoir faire ça, nous, on doit imaginer un système pour scanner une signature, la mettre en mémoire et afficher l'image, la photo de cette signature dans le document. Donc, c'est quand même beaucoup plus complexe qu'une ordonnance électronique. Et je sais, par exemple, pour les documents kinés sont refusés par les mutuelles si c'est une photocopie, par exemple, simplement. Donc, il faut l'attestation originale. Donc, si c'est une signature, entre guillemets, photocopiée, donc scannée, ils risquent de refuser encore aussi. Donc, voilà, c'est encore à l'étude, mais il y a cette histoire de signature qui pose problème. Merci. Luce nous disait que parfois, on ne sait pas modifier parce que c'est clôturé par un autre prestataire. Oui, c'est vrai qu'une consultation, normalement, une consultation est modifiable uniquement par le médecin. C'est pour éviter justement une certaine sécurité que quand on travaille à plusieurs, on ne puisse pas modifier des rapports des autres médecins. On garde naturellement, nous, un historique de ça, mais c'est une sécurité qui me paraît un peu logique quelque part. Ok. Et alors, il y avait une question de Paul au niveau du planning, donc certainement dans l'agenda, comment créer des plages horaires pour 2 prestataires en parallèle? En parallèle, c'est-à-dire en même temps, alors, je suppose. Mais oui, ça, non, on ne sait pas les créer en même temps. Maintenant, l'agenda doit encore être amélioré aussi. Hein. Il y a encore des rendez-vous récurrents qui doivent être créés, etc., Il y a toutes sortes de choses qui peuvent encore être créées. Mais donc, créer une même plage horaire pour plusieurs intervenants, ce n'est pas encore possible actuellement. D'accord. Et il y avait une dernière question au niveau des arborescences. Je sais que tu en as parlé, mais une arborescence certainement plus dans le détail, dans les mots-clés. Oui.
Voilà, mais les mots-clés, tu les as montrés, mais donc la question, c'était peut-être d'aller plus loin dans les possibilités pour faire des sous-dossiers dans l'arborescence. Oui, mais ça, on sait les faire. Hein. On sait les faire. C'est à l'infini. Hein. Par exemple, moi, je peux modifier un mot-clé ici et dans les crépitants bilatéraux, je peux ajouter un mot enfant, je peux mettre par exemple plus, je peux mettre un autre mot enfant, plus, etc. Donc, je peux aller à l'infini dans mes arborescences de mots-clés. Mais naturellement, l'utilisation des mots-clés, c'est plus pour des petits encodages simples. Vraiment, pour les encodages de canevas de consultation plus complexes, pas juste un syndrome grippal ou une infection des voies respiratoires supérieures, ce seront avec les canevas proposés en fin d'année. Les canevas, les centaines de canevas qu'on aura. Voilà, mais je pense qu'on a passé toutes les questions en revue. Il n'y a plus de mains qui se sont levées, donc il nous reste à vous remercier et à vous souhaiter un excellent week-end. Et rappelez-vous, vous aurez de toute façon l'enregistrement et pour les questions qui restent éventuellement, on va les analyser et on va y répondre et vous aurez tout ça en même temps dans un email et où on vous demandera aussi un petit feedback du déroulement de la formation. Voilà. Je voulais remercier Philippe aussi parce que sans la e-santé, je pense que la médecine serait quand même très loin maintenant. Et quand on voit la facilité maintenant qu'on peut exporter un dossier en Sumer, importer un dossier en Sumer, importer des documents via le réseau de santé wallon, réseau de santé bruxellois, c'est quand même génial. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui vont arriver prochainement, comme le schéma thérapeutique, les notes dans le journal du dossier du patient, j'en ai pas parlé, mais voilà, on a l'occasion de créer des petites notes. Il y a quand même énormément de choses, de possibilités grâce à tout ça, et on a une médecine comme ça beaucoup plus conviviale. Et il faut l'utiliser. Encore je partage tout à fait, merci Frédéric. Et on a quand même une question encore du docteur Labidi. Je vais le mettre en parole activée. Allez-y, on vous écoute. Activez votre micro, docteur Labidi, comme ça on entendra votre question. Votre micro dans le coin inférieur gauche. Désolée. Bon, écoutez. Mettez votre question par écrit, on y répondra. Mettez votre question vite par écrit avant qu'on clôture, on vous répondra par écrit également. Voilà. Dernière info, Frédéric et Isabelle, donc par rapport aux demandes de laboratoire, les demandes de radiologie, etc. C'était prévu pour faire cette année-ci, mais je pense que ça va être retardé évidemment, que comme tu peux produire des ordonnances électroniques que tu ne signes plus manuscritement, de la même façon, des demandes de laboratoire ou des demandes de radiographie ou les prescriptions de soins kinés ou infirmiers, ça va arriver. Et donc, on n'aura plus cette question de dire il faut intégrer une signature qu'on recolle, etc., etc. Je pense aussi. Je pense que là, c'est pour ça qu'on n'a pas trop vite développé des choses comme ça, parce que d'ici quelques mois, ça va vite beaucoup changer. Ça sera obsolète. Ce sera obsolète rapidement. Voilà. Merci à vous tous. Merci à tous. À bientôt. Bon travail. Utilisez bien toutes les fonctions. Allez. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.